Et c'est parti. Alors bonjour ou bonsoir pour ce petit webinaire du lundi qui a donc pour objectif de répondre aux questions sur la pratique personnelle. Donc tous les étudiants qui sont en formation personnelle peuvent poser leurs questions, peuvent faire part de leurs difficultés et de leurs questionnements sur la pratique, ainsi que les gens qui sont dans la formation professionnelle peuvent également faire part de leurs difficultés, tant dans la dimension personnelle que professionnelle qu'ils peuvent rencontrer également. Et puis évidemment, le grand public est ouvert aussi est disponible pour je suis disponible pour eux aussi lors de ce webinaire-là, puisqu'ils peuvent aussi poser des questions. Alors évidemment, tout le monde en fait peut poser des questions sur leur vie personnelle, puis on peut regarder ensemble de quelle façon que je peux les conseiller. Alors, ça, c'est toujours finalement notre petit rendez-vous pour chacun d'entre nous. Alors, je l'ai développé ce webinaire du lundi soir parce que j'avais envie que tous les étudiants, plus particulièrement évidemment tous les étudiants de l'école, puissent donc bénéficier d'un encadrement un peu plus serré. Alors, donc qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas du monde, je suis là. Et à ce moment-là, bien évidemment, les gens peuvent se sentir plus encadrés. C'est un peu l'objectif que j'avais de proposer ces petits webinaires-là, qui sont donc ouverts à tous quand même, mais qui ont pour objectif de bien soutenir les étudiants des deux formations personnelles et professionnelles. Alors, comme toujours, il y a un petit thème, une petite conférence qui est proposée avant que je réponde aux questions. Il y a déjà une question qui m'a été posée, donc s'il y a d'autres questions que vous avez à me poser, vous pouvez m'en faire part dès maintenant dans le chat, j'en prendrai note. Et donc, le petit sujet du jour, c'est sur l'éveil. Alors, vous savez que j'ai développé donc la pratique de l'écoute imaginaire il y a plusieurs années. Et puis aujourd'hui, je suis de plus en plus à l'aise à amener un autre terme que l'écoute imaginaire pour présenter l'approche. Et dans ce sens-là, il y aura donc des ouvrages qui vont aussi proposer davantage la raison d'être de cette nouvelle appellation-là, qui est la pleine conscience intuitive. Alors, on sait que la pleine conscience est un terme qui désigne une façon de développer une forme de méditation et que cette méditation permet justement d'atteindre un état d'éveil, c'est-à-dire un état de conscience, de soi, de pleine conscience, où je commence à reconnaître effectivement que je suis lié à l'univers, à moi-même, mais aussi à l'univers aussi à travers cette expérimentation de la méditation. Pourquoi la pleine conscience intuitive? Mais c'était en quelque sorte pour ajouter un élément que je trouvais important. C'est que dans l'état de pleine conscience, il y a souvent un état de calme et de tranquillité. Dans cet état de calme et de tranquillité, il est possible, évidemment, de se rendre compte que notre corps a un désir d'interagir, de communiquer avec nous. Et il est donc possible, justement, de favoriser un état de pleine conscience encore plus important par l'intégration de l'intuition qui devient effectivement un moyen de communiquer avec soi. Ou avec un partenaire dans le cas où on le fait avec quelqu'un d'autre et qu'on le cherche à le faire dans un contexte professionnel. Donc, l'idée de l'éveil de ce soir, bien évidemment, c'était de vous présenter peut-être une réflexion sur cette pleine conscience intuitive, de quelle façon qu'elle peut se développer dans notre vie quotidienne. Alors, la première chose qu'on peut peut-être se rappeler quand on parle de cette fameuse notion d'éveil, c'est de comprendre que l'univers est animé par une force qu'on pourrait appeler une force unificatrice. Une force unificatrice que si on voulait la désigner par un seul mot, ce serait l'amour avec le grand A. Hein? L'amour universel, pourrait-on dire ça comme ceci, c'est-à-dire une force qui n'est pas désignée à l'amour, ce n'est pas un amour sentimental dont je parle ici, c'est plutôt un état d'unification. Alors quand on vit un état de méditation, l'état de méditation va être agréable parce que justement il va entraîner ce sentiment d'être un avec l'univers, avec le tout. Et ce sentiment d'être un avec le tout nous indique bien quelque part qu'on est en parfaite syntonie avec l'univers à ce moment-là. Et dans ce sens-là, c'était dans cette condition-là que l'éveil, pourrait-on dire, peut devenir plus déterminant, hein, c'est-à-dire qu'il s'impose de lui-même, puisqu'en étant dans cet état d'unification avec l'univers, ben quelque part, on se reconnaît quelque part comme en état d'unification avec toute chose. Que ce soit la table avec lequel je suis en contact, que ce soit avec un être humain, que ce soit avec un animal, que ce soit avec la nature, que ce soit avec des objets, je reconnais quelque part que tout cela est en étroite relation avec moi et que je suis en état d'échange avec tout ça. C'est en quelque sorte là qu'on commence à comprendre que si effectivement la vie est une interaction constante et continue
entre moi et l'extérieur, ben je comprends que cette force d'univers, ce qu'elle me demande finalement, c'est de favoriser un sentiment d'unification pour que moi, je ne suis pas en mesure de colorer, je dirais, la réalité d'une façon qui serait trompeuse. Quand je dis colorer la réalité d'une façon trompeuse, je vous ai déjà parlé de la fameuse position d'alignement. La position d'alignement, c'est mes deux pieds sur le sol qui vont recevoir l'énergie de la Terre et cette fameuse énergie du ciel qui va descendre à travers mon corps. Et ces deux énergies vont se rejoindre dans mon cœur et vont créer donc un genre de soleil rayonnant lumineux. C'est la position d'alignement. Cette position d'alignement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en connexion avec mon être. Je reconnais que je fais partie d'un tout. Quand je ne reconnais plus que je fais partie d'un tout, qu'est-ce qui se passe? Je deviens horizontal. C'est-à-dire que je commence justement à projeter qui je suis, projeter ce que je suis, ma souffrance, ma douleur, etc., envers le monde extérieur, envers ce qui se passe autour de moi, parce que je ne suis plus conscient que je suis effectivement, que je fais partie d'un tout. Quand je suis dans cette position d'horizontalité, j'ai vraiment l'impression que je suis un peu comme dans un combat. Le combat, c'est que mon ego à moi doit faire sa place dans la vie. Et pour faire sa place dans la vie, il lui faut effectivement se débattre, se débattre encore pour parvenir à effectivement trouver une place dans la vie. Alors, c'est certain que quand on commence à comprendre la notion d'éveil, c'est d'abord avant tout devenir conscient de cette position de verticalité qui fait qu'on se sent dans une position où on est porté par l'univers. L'univers nous porte. Et de quelle façon que cet univers va nous porter? Ben, c'est à travers cette capacité que j'ai de me syntoniser à cet état d'amour universel qui existe dans toute chose et dans lequel, évidemment, je fais partie. Donc, si je fais partie de cet amour universel-là, ben, quelque part, je devrais être habité par celui-ci. Alors, c'est tout ça, effectivement, qui va nous amener à cette expérience de l'éveil. Et la pleine conscience intuitive peut nous amener, justement, à favoriser cette expérimentation de cet amour universel-là. Et on va le découvrir dans un premier temps en vous présentant un peu une notion dont j'ai déjà parlé, mais j'avais envie de vous parler de nouveau, qui concerne donc la notion de la loi d'attraction et du champ d'énergie. Ce sont des notions qui sont importantes et je vais peut-être y revenir juste pour bien faire comprendre ce que ça signifie effectivement l'expérimentation de ces sentiments d'unité avec l'univers. Alors, j'ai un champ d'énergie. Ce champ d'énergie, à quelque part, c'est une respiration biolumineuse de mes cellules. Et cette respiration biolumineuse de mes cellules, on le sait, reflète à quelque part mon potentiel santé. C'est-à-dire que plus mon antenne, ma verticalité, elle est parfaite, plus cette énergie circule à travers mon corps et plus mon rayonnement biolumineux sera donc parfait, en quelque sorte. On pourrait voir ça de cette façon-là. Alors, je pense que ça peut être intéressant de bien comprendre l'idée que plus cet état de bioluminescence est équilibré, plus mon potentiel santé est très puissant. Et on comprend que lorsqu'il y a des perturbations qui se manifestent dans ce rayonnement biolumineux-là, ces perturbations vont donc affecter la circulation énergétique, mais ces perturbations-là vont donc avoir des informations psychologiques et émotionnelles qui vont amener donc dans l'énergie une certaine forme de conscience, une conscience de tristesse, une conscience de colère, une conscience de frustration, etc. Alors, ça veut donc dire que dans mon champ énergétique, lorsqu'on observe mon champ énergétique ou j'observe un champ énergétique d'une personne, je vais donc voir effectivement ce corps physique qui va donc avoir une certaine émission biolumineuse tout autour de lui. Et dans cette bioluminescence, il y aura donc des informations psychologiques et émotionnelles que je vais percevoir dans ce rayonnement biolumineux-là. Alors, ça devient intéressant de comprendre cela, parce que ça veut donc dire que ce rayonnement biolumineux que j'observe, c'est en quelque sorte une forme d'identité, de signature vibratoire que j'ai. Et cette signature vibratoire, lorsque je me mets dans un processus de fonctionner dans la vie, mais cette signature vibratoire dont je ne suis pas toujours conscient de ce que j'émets, va entraîner donc des interrelations avec l'extérieur. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans l'état de pleine conscience, on découvre qu'on fait partie d'un tout et qu'on fait partie d'une unité, quelque chose de plus grand que soi. Et que finalement, on est en interaction avec toute chose. Ça veut donc dire évidemment que quand moi je sors dans la rue, je suis en interaction avec toute chose. Et qu'est-ce qui va faire que des gens ou des situations vont se venir à moi, ou des problématiques ou des bons coups vont venir à moi? C'est tout simplement parce que moi, en tant qu'émetteur, je vais donc attirer vers moi certaines énergies qui vont me demander, à quelque part, de devoir justement me définir par rapport à elles. Et je vais donc devoir finalement apprendre de ces leçons-là. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est responsable de sa vie, ça signifie quoi?
Ça signifie que je suis responsable de ce que la vie me reflète. C'est-à-dire que comme j'aimais quelque chose, ben la vie me reflète en retour des rencontres, des situations, des événements qui me demandent une chose. Ils me demandent de me dire, ben voilà, si j'ai rencontré tel type de personne dans ma journée aujourd'hui ou dans les dernières semaines, c'est peut-être parce que ce genre de personne-là, j'ai un travail à faire avec elle. Un travail à faire avec elle pour apprendre peut-être, moi, à me réunifier à moi-même. Alors, par exemple, si je rencontre des gens qui me confrontent à un sentiment de victime, ben je pourrais toujours très bien leur dire, vous êtes méchant avec moi, par exemple. Et là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que j'adopterais la fameuse position d'horizontalité, dont je ne suis pas responsable et je projette sur les autres ce que je crois qu'ils sont. C'est eux qui sont responsables. Et là, j'oublierais la notion fondamentale de verticalité qui me rend conscient de ma responsabilité et qui m'amène à me dire, ben non, je ne peux pas dire que ces gens-là, que c'est de leur faute à quelque part ce qui se passe. C'est moi, quelque part, qui adopte une position de victime, parce que ces gens-là me confrontent à un état vibratoire, un état énergétique qui m'oblige à changer ma vibration. Et comme je ne suis pas capable de le faire, je sombre dans la victimisation que j'ai connue depuis que je suis tout jeune. Ce qui veut donc dire, quelque part, que je m'empêche, finalement, d'avancer et de progresser dans ma vie. Alors, vous comprendrez ici que lorsqu'on commence à devenir conscient de cette fameuse loi d'attraction, la loi d'attraction, elle nous reflète quelque chose. Et comme on est responsable, nous, en tant qu'être humain, de ce qui nous est reflété, ben, à quelque part, on a le choix de poser un regard sur ce qui nous est reflété, puis de se dire comment est-ce que, idéalement, je devrais me positionner par rapport à ça, si moi, je reconnais que l'univers me guide et m'oriente et me dirige d'une façon évolutive et positive et constructive, de quelle façon que je dois comprendre ce qui se passe dans ma vie lorsque je rencontre ce genre d'individu-là. Ce genre de dynamique-là, ce genre de situation-là, ce genre d'événements, etc., etc. Donc, on comprend que quels que soient les événements de notre vie, on devient conscient quelque part que d'une certaine façon, l'univers nous transmet des messages à travers cela et nous demande une simple chose. Elle nous demande simplement de nous harmoniser à elle. Comme l'univers est animé d'une force d'amour unificatrice, elle me demande, moi, de m'unifier à cette force d'amour unificatrice. C'est-à-dire de cesser, moi, de me dissocier. Parce que quand je disais qu'un champ énergétique dégage quelque chose, ce champ énergétique-là va dégager souvent de la souffrance et des émotions. Parce qu'on n'est pas en harmonie avec soi, on n'est pas en état d'unification avec soi. À mesure que je fais un travail d'unification avec moi-même, je me permets justement de me réapproprier un certain pouvoir sur ma propre vie et je me permets de retrouver une position d'alignement. Et c'est cette position d'alignement qui va commencer justement à me donner l'opportunité de poser un regard sur ce que j'aimais. Parce que si je commence à me réunifier à ce que j'aimais, bien inévitablement, ce que la vie va me renvoyer va être complètement différent. Elle va avoir une couleur complètement différente de ce que j'avais pu émettre jusqu'à maintenant. Alors, j'avais donc présenté dans la conférence que j'allais vous donner une présentation donc les trois grands volets. Alors, vous les connaissez déjà, les trois grands volets qui vont permettre la pleine conscience intuitive. C'est le décollage intuitif, la déprogrammation, les techniques de soins, que je vais peut-être vous présenter un petit peu différemment pour amener justement cette compréhension-là. Enfin, en fin de compte, on peut arriver à on peut prendre plusieurs chemins pour se rendre à Rome, comme on dit. Alors, le décodage intuitif d'abord. Alors, vous avez compris que le décodage intuitif, c'est mon habileté à reconnaître que lorsque la loi d'attraction me reflète des choses que je n'aime pas, me reflète des situations qui sont répétitives et qui me donnent l'impression que la vie m'en veut, que la vie m'en veut, que la vie est méchante avec moi, que le bon Dieu n'est pas gentil, c'est tout simplement parce que moi-même, je n'ai pas encore révélé ma lumière. Et que ces événements-là m'obligent à devoir puiser en moi pour renouer contact avec la lumière. Et renouer contact avec la lumière, c'est sans doute aussi m'obliger à poser un regard sur les ombres qui sont en moi. C'est là que le décodage intuitif devient fort important. On a toujours l'impression de se dire, bon, une démarche spirituelle, la méditation, ça va être suffisant. C'est vrai que la méditation peut être suffisante pour nous amener justement à améliorer plusieurs éléments de notre vie, certainement, mais on est tous confrontés un jour ou l'autre à ces ombres, parce que plus on chemine dans le domaine de la spiritualité, il chemine de la vie, parce que la spiritualité, c'est la vie. On est tous spirituels. Et quoi que l'on fasse, on est tous spirituels. Et inévitablement, le chemin spirituel que chacun d'entre nous adoptons
est une voie, quelque part, où nous apprenons à assumer notre lumière d'une façon de plus en plus importante. Pour moi, la lumière étant cette force d'amour qui existe dans l'univers tout entier, qu'on apprend à intégrer de plus en plus profondément en soi, dans chacune de nos cellules. Alors, si j'apprends justement à permettre à cet amour de se répandre dans tout mon être, dans tout mon corps, bien, c'est certain que cet amour-là, justement, va par moments, me remettre en lumière des ondes d'ombre que je n'avais pas vues, que je n'avais peut-être pas voulu regarder ou pas voulu voir. Et c'est là, évidemment, que le décodage intuitif va devenir tout à fait pertinent, puisque le décodage intuitif va me donner l'autorisation, l'opportunité de poser un regard de lumière sur ces ombres-là pour apprendre à comprendre le message de chacune des ombres qui peuvent être en moi. Alors, l'important dans ça, vous l'avez sans doute compris, c'est que si moi, je mets de la lumière dans cette ombre-là, et que je suis dans une position d'amour et d'accueil par rapport à cette ombre-là, il y a de fortes chances que cette ombre-là puisse me transmettre son savoir, me transmettre sa compréhension, me transmettre ses souffrances et ses douleurs aussi. Et que je suis capable, à ce moment-là, de pouvoir les accueillir et de pouvoir les intégrer, de pouvoir me réunifier à elles. Par contre, si moi, je me retrouve dans une position de jugement par rapport à ces ombres-là, de critique, de refus, mais vous comprendrez quelque part que la puissance de l'amour ne pourra pas être au rendez-vous comme tel parce que je vais être en conflit avec mon être. Je vais être en conflit avec ces ondes d'ombre-là. Et qu'est-ce qui va en résulter, vous pensez? Les ondes d'ombre vont devenir amplifiées dans ma zone de lumière. C'est-à-dire que ma lumière va devenir de moins en moins présente puisque l'ombre va s'amplifier. Et qu'est-ce qui va en résulter, vous pensez? Bien, la loi d'attraction va se mettre en branle. Plus je suis dans l'ombre, plus l'attraction, la loi de l'attraction va me confronter à me mettre de nouveau dans la lumière. Et si je me débat convaincu que ces ondes d'ombre-là sont vraiment très négatives, que je fais un combat avec ces ondes d'ombre-là, mais c'est bien évident que je vais amplifier un processus où la loi d'attraction va amplifier, encore une fois, ces reflets qui vont m'obliger à devoir réfléchir sur la vision que j'ai du monde. Puisque la vision que j'ai du monde est une vision finalement où je rejette en quelque sorte la lumière en me disant non, c'est pas vrai que tout est lumineux. Il y a des zones d'ombre, il y a des aspects qui sont négatifs qu'on ne doit pas accepter, qu'on ne doit pas accueillir et qu'on doit refuser à vie. Et c'est là, quelque part, qu'on se programme des faussetés et qu'on se programme des éléments qui sont injustes par rapport à la vie, puisque si on reconnaît que l'univers est une forme d'amour universel, bien, tout ce qui anime notre être est simplement de l'amour qui peut avoir été déformé, en quelque sorte, mais que si on apprend justement à comprendre la raison d'être de la souffrance et de la douleur de ces amours déformés qui sont en nous, bien, on va simplement redonner à l'amour l'opportunité de renouer contact avec sa lumière. Alors, vous comprendrez que le décollage intuitif devient un élément fondamental dans le développement de l'éveil, puisqu'il nous fait comprendre justement qu'on est responsable et qu'en même temps, c'est pas parce qu'on est juste responsable et qu'on va comprendre tout ce qui va se passer dans notre vie, on va comprendre évidemment que cette responsabilité implique que les événements de notre vie nous confrontent à devoir justement poser un regard à l'intérieur de soi, et ce regard-là peut nous amener effectivement à devoir accueillir des facettes de soi qu'on avait peut-être une impression qu'on avait toujours tout réglé, ou qu'on avait peut-être l'impression que tout était beau et que finalement, la vie va nous demander de faire du ménage à l'intérieur de soi. Donc c'est un élément vraiment très important, je dirais, de bien comprendre que la notion de décodage intuitif, tout être humain est intuitif. Tout être humain est capable de reconnaître qu'il y a des intuitions qui peuvent se manifester à l'intérieur de lui-même. Mais quand dans le décodage intuitif, il s'agit vraiment ici d'arriver à faire du décodage, justement pour apprendre à mettre de la lumière dans les zones d'ombre qui sont en soi, afin de nous renouer contact avec cette fameuse position de verticalité. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez important que je voulais vous présenter concernant cette idée du décodage intuitif, qui est le premier volet que je considère comme assez important dans cette pratique-là. Alors évidemment, le décodage intuitif ouvre la porte à le deuxième volet qui s'appelle la déprogrammation de la mémoire cellulaire, dans lequel on commence à comprendre justement que ces fameuses zones d'ombre-là, finalement, sont, comme je disais tantôt, de l'amour déformé. C'est-à-dire que c'est une forme d'amour, c'est de l'amour qui est là, mais un amour qui a de la souffrance. Et si on regarde l'histoire de l'humanité, depuis le début des temps, et qu'on reconnaît quelque part, et qu'on part du principe que l'amour a toujours été l'expression première de l'humanité tout entière, et qu'on regarde l'histoire humaine dans tous les pays, dans toutes les collectivités du monde, on comprend bien quelque part que l'expression de l'amour avec le grand A que l'univers nous propose a été
très, 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 très fréquemment déformés. Déformés par notre incapacité à accueillir cet amour universel et de lui donner sa pleine lumière. Donc, on l'a coloré à un point tel que quelquefois, l'amour, on ne la voit plus. On ne voit que de la souffrance, on ne voit que de la douleur, on ne voit que de la tristesse. Et je pense que c'est d'autant plus important de bien comprendre ici l'idée qu'il y a une démarche à faire qui est très importante, c'est que de comprendre finalement que ce qui apparaît comme étant des zones d'ombre à l'intérieur de soi, c'est souvent finalement beaucoup relié à cette déformation. Cette déformation qui provient donc d'une part de notre histoire de vie, c'est-à-dire de notre besoin d'être aimé. On a tous ce besoin d'être aimé, on a tous ce besoin quelque part de pouvoir de se construire d'une façon égoïque, d'une façon convenable en tant qu'être humain sur Terre. Et puis évidemment, il y a plein de déceptions dans la vie qui se font, qui vont nous amener justement à se rendre irresponsables en se disant c'est de la faute de ceci, c'est de la faute de cela, etc. Et c'est bien sûr que toutes ces ondes d'ombre-là qu'on va découvrir à l'intérieur de notre chemin d'éveil vont nous confronter évidemment à se dire, bon, ces zones d'ombre-là, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'un, c'est de la faute de l'autre. Et c'est là que quand on commence à adopter ces choix-là, quand on commence à reconnaître que c'est de la faute de l'un et de la faute de l'autre, qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? On va prendre des chemins. On va prendre des chemins, je ne suis pas responsable de ça, c'est de la faute de l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer dans la loi d'attraction? La loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle va nous inviter à regarder? Elle va nous inviter à regarder justement ces irresponsabilités que l'on a pour nous rendre tout simplement davantage responsables. Elle va nous inviter à prendre conscience que ce que l'on croit justement être de une position finalement un peu de victime que l'on a, mais effectivement, ce n'est pas le cas. Et qu'on doit apprendre simplement à reconnaître effectivement cette opportunité de grandir grâce effectivement aux lois d'attraction qui nous invitent justement à aller porter un regard différent sur ces zones d'ombre-là. Et c'est certainement que la dépression de la mémoire cellulaire a certainement un impact très important là-dessus, puisque on comprend que lorsque je regarde dans moi une zone d'ombre, alors évidemment, je vais prendre le temps de comprendre la zone d'ombre par le décodage intuitif, de comprendre sa raison d'être, et on sait que par la déprogrammation de la mémoire cellulaire, on va pouvoir apprendre à donner à cette zone d'ombre-là tout ce dont elle a besoin pour qu'il y ait une transformation qui puisse se faire. Cette transformation est précieuse parce qu'elle me fait comprendre justement que derrière cet amour déformé que je vois, il y a quelque part un potentiel évolutif, un potentiel qui m'invite à renouer contact avec l'amour universel, à renouer contact avec mon potentiel évolutif, à me rappeler qui je suis, dans ma vérité et non pas simplement dans ce que je crois être. Parce que ce que je crois être, finalement, pourrait me dire, ben voilà, moi je suis quelqu'un de bien, puis tant et longtemps qu'on me donnera pas des excuses, ben moi je me fermais au monde entier. Alors vous comprendrez qu'avec cette conviction-là, on se ferme, et en se fermant, ben, quelque part, on ne permet pas à cette expérience de l'amour de se manifester à l'intérieur de soi. Alors quand on commence à découvrir la déprogrammation, on commence à constater que par la déprogrammation, on donne l'opportunité à ces programmations qu'on a en soi, de leur donner tout ce dont elles ont besoin. Par exemple, la notion de pardon, dans l'exemple que je donnais. Et si je donne le pardon, ben, quelque part, je n'ai plus à demander le pardon au monde entier, puisque je l'ai donné le pardon. Et si le pardon a été donné, ben ça veut donc dire quelque part que je vais pouvoir expérimenter l'amour universel en tant qu'être humain, parce que je ne serai plus dans une position d'attente, je ne serai plus en train de demander à l'univers quelque chose. Je vais simplement assumer quelque part ce que je suis par rapport à cet univers-là. Et je pense que c'est important, effectivement, de se donner cette autorisation-là. Et la technique de déprogrammation nous amène justement à se rendre compte qu'il y a plein de fantômes qu'on a à l'intérieur de soi. Quand je dis des fantômes, je veux dire que l'amour déformé, l'amour illusoire, toute cette souffrance, cette douleur qui est en nous et qui est en l'être humain et qui est dans la collectivité humaine, mais toute cette souffrance-là, effectivement, elle est souvent simplement comme des mirages, des fantômes, des espoirs déchus, etc. Et que quand on commence à déprogrammer toutes ces mémoires-là, on se rend bien compte que derrière tout ça, il y a des potentiels d'évolution, des potentiels d'amour, justement, qui sont présents en ces énergies-là, et que quand on leur donne accès, on permet simplement des guérisons de se faire. On permet l'opportunité d'accueillir ces énergies-là, ce que je crois vraiment
très fondamentale pour le cheminement de cette fameuse pleine conscience intuitive et de l'éveil, puisque l'éveil va se faire d'une façon beaucoup plus consciente et positive et évolutive, je dirais, grâce à la déprogrammation, puisque la déprogrammation va nous sortir justement de ces zones de confort, de ces limitations qu'on s'est construites, pour nous donner accès au flux d'énergie que l'élément universel nous invite à prendre contact. Et quand on commence justement à prendre conscience de cette déprogrammation-là, c'est là qu'on se rend compte que l'univers nous accompagne dans un processus d'évolution et de cheminement. Elle nous amène sa lumière, puis elle nous met en contact justement avec une conscience face à la loi d'attraction, ou des événements, ou des situations, des gens qu'on va rencontrer, vont nous éveiller, vont nous rendre de plus en plus conscients de cette fameuse lumière d'amour unificatrice que l'univers nous propose. Et puis, il y avait le troisième aspect qui était important aussi, qui concerne les soins. Alors, les soins, des fois, on va souvent penser à soins, ça veut dire guérison. Hein, je vais me guérir, j'ai un problème de santé, je vais me guérir. Mais il faut comprendre ici que quand on parle de soins, on parle simplement d'une capacité que j'ai, moi, en tant qu'être humain, de transmettre l'amour, cet amour universel, cet amour unificateur en moi. Et pour qu'il soit capable, qu'on encore soit capable d'accueillir cet amour universel, ben, ce qu'on découvre, c'est que je dois être capable d'avoir une conscience dans mon être, dans mes cellules, qui soit réceptive à cette lumière-là. C'est pas toujours vrai de dire j'envoie de la lumière d'amour en moi, et parce que j'envoie de l'amour de lumière en moi, que tout va être parfait, tout va être merveilleux. C'est pas toujours vrai. Quelquefois, il faut passer par quelque chose, faut passer par la reconnaissance de la souffrance qui est en nous, qui, elle, s'est dite, moi, je n'en veux plus de cet amour-là. Je n'en veux plus de l'amour universel parce que j'ai eu l'impression d'avoir été trahi. J'ai l'impression d'avoir été injustement maltraité. Alors, comprenez que dans notre corps, malgré notre intention d'aimer avec tout notre cœur, avec la tête, notre corps, lui, porte en lui des souffrances. Et ces souffrances-là, c'est ce que j'appelle les fameuses zones d'ombre. Les fameuses zones d'ombre, c'est-à-dire que plus j'essaie de finalement progresser dans la capacité de pouvoir aimer et de pouvoir transmettre l'amour, plus je constate effectivement que cette capacité que j'ai de vouloir aimer, de vouloir transmettre l'amour, bien évidemment me confronte à ces zones d'ombre-là et que les lois d'attraction vont me refléter des événements qui vont m'obliger à faire ce travail-là sur moi. Et que les soins que je peux me transmettre à ce moment-là, c'est qu'après avoir fait le décodage et la déprogrammation, bien évidemment, c'est de favoriser la circulation des flux énergétiques afin que la lumière, la transmission de lumière, les soins énergétiques, pour moi, c'est cette transmission de lumière, et que cette transmission de lumière puisse m'amener justement à me sentir de plus en plus en accord avec moi-même, parce que ma conscience est de plus en plus réceptive à cette lumière-là, parce que je reconnais quelque part que l'être que je suis est un être d'amour unificateur, et que son seul désir, c'est de favoriser l'expression de cette lumière-là. Et que quand il y a des zones de résistance ou des blocages, des perturbations, mon seul désir, c'est justement de dissoudre tout ça afin que la lumière puisse être omniprésente à travers moi. Donc, vous comprenez évidemment que les trois grands volets de la pratique intuitive vont vraiment chercher donc à favoriser l'expérience de l'éveil, et une expérience de l'éveil qui va nous amener à nous sentir de plus en plus en état d'harmonie et d'équilibre et de paix avec justement cet univers, cet amour unificateur que l'univers nous propose d'exprimer, et on va pouvoir l'observer, on va pouvoir l'expérimenter à travers justement le reflet de la vie, puisqu'on va pouvoir constater que la vie va nous transmettre des avenues de plus en plus positives et évolutives pour chacun de nous. Et souvent, on va constater que l'univers, c'est en quelque sorte comme ça, elle est communiquée avec nous. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience qu'on fait des actions, des changements dans notre vie, et on va constater que la loi d'attraction va nous mettre sur notre vie des clins d'œil, des rencontres, des synchronicités, des situations particulières qui vont nous faire comprendre qu'on est dans un chemin d'évolution. Un peu comme si on allait vivre des petits miracles. Les petits miracles, ce sont des situations qui nous font vivre à quelque part quelque chose de tout à fait surprenant et étonnant. On ne pourrait pas s'imaginer que ça pourrait se faire, et ça se fait, et ça nous met en contact avec l'idée qu'on est en train d'expérimenter quelque chose de plus en plus ajusté, de plus en plus en harmonie avec le chemin, avec la voie qui nous remplit intérieurement et qui nous permet justement d'expérimenter un nouveau chemin, une nouvelle voie de plus en plus lumineuse, de plus en plus en accord avec cette fameuse loi donc de l'univers, qui est cette fameuse amour unificatrice qui se manifeste dans cet univers. Alors peut-être pour terminer, j'avais peut-être envie de conclure en
en vous permettant justement peut-être de voir un petit peu comment peut-on arriver à cet accueil de l'amour. Hein? Parce que finalement, dans la pratique intuitive, il y a une technique qui s'appelle la technique de l'accueil que vous avez peut-être déjà expérimentée, qui est une technique fort importante. Puis cette technique-là, justement, elle nous enseigne à comprendre que toute forme de perturbation énergétique qui sont en moi, toute forme, quand je fais un décodage intuitif, en fait, quand le corps me montre dans mon propre cheminement intérieur qu'il y a une perturbation dans mon champ énergétique, c'est parce que justement, mon corps veut me dire, il y a une partie de toi qui n'est pas d'accord avec toi-même. Et ce que l'univers veut, c'est que cette partie-là de toi qui n'est pas d'accord avec toi-même, elle soit en accord avec toi pour que justement tu sois dans un état d'unification avec toi-même et que parce que tu es en état d'unification avec toi-même, ben, quelque part, tu laisses porter la lumière universelle en toi et que cet amour universel en toi, ben, effectivement, puisse te permettre d'être dans une position d'alignement de plus en plus importante. Donc, vous l'avez compris que le décodage intuitif des programmations et soins vont nous amener justement à cette fameuse expérience de l'unification, une expérience de l'unification qui va nous amener justement donc à travailler à travers l'expérience de méditation, par exemple, mais elle va nous aider aussi à travailler dans le processus de reconnaître que dans notre corps, dans toutes les cellules qui animent notre être, il peut y avoir des zones d'ombre et que nous, on va commencer à participer au processus évolutif qui est en nous, en observant ce que la vie nous reflète par la loi d'attraction, mais en reconnaissant quelque part qu'à l'intérieur de soi-même, il y a effectivement des manifestations qui peuvent être présentes et qui vont nous amener donc progressivement à s'accompagner dans le processus afin de favoriser un éveil de plus en plus important. Alors, en effectuant tout cela, bien évidemment, on va commencer à comprendre une chose toute simple, c'est que dans notre volonté d'évoluer, de progresser, il y a inévitablement un désir de manifester comme un genre de contrat sacré, pourrait-on dire, où on va comme simplement faire un genre de déclaration, d'intention, où on va commencer à dire, ben voilà, ce que je veux, hein, ce que je veux de ma vie, hein, ce que je veux à quelque part, je veux être de plus en plus en harmonie avec cette fameuse amour universel de l'univers. Et à chaque jour, j'observe justement ce que la vie me reflète pour commencer justement à effectuer un cheminement de conscience par rapport à ce que ma vie est et par rapport à ce que l'univers veut bien me transmettre. Et c'est alors qu'on peut, dans notre journal intime, régulièrement, chaque jour, en fait, hein, prendre le temps d'observer comment notre journée s'est passée, qu'est-ce qui s'est passé de particulier, et à ce moment-là, on peut déterminer, ah, mais tiens, il y a eu tel aspect qui a été, que je vois bien qui a coincé, ben, je vais prendre le temps d'aller voir en moi cet élément-là qui a coincé, par le biais du décodage, des programmations et soins, pour favoriser effectivement un travail de réunification, un travail d'expérimentation de l'amour unificatrice à travers cette position de tension qu'on puisse vivre en moi, et ainsi donc de commencer justement à mettre en place une harmonisation avec mon être. L'autre aspect qui est intéressant aussi, c'est de mettre en évidence cette idée que l'on a à créer notre vie en accord avec ce que l'on souhaite de notre vie. Et j'en avais déjà parlé dans une conférence et j'ai un module d'enseignement également qui propose un travail intéressant là-dessus. Alors, il y a un module qui travaille sur l'éveil, évidemment, il y en a même plusieurs qui travaillent sur l'éveil, mais il y a un module qui travaille sur le cerveau quantique. Et dans le cerveau quantique, on dit bien quelque part qu'on peut apprendre à programmer notre cerveau en mettant en évidence qu'on peut créer notre propre mantra. Notre propre mantra, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mesure que je fais de la déprogrammation sur mon être, je reconnais que j'ai un potentiel évolutif qui est en moi. Et ce potentiel évolutif-là, je peux très bien, quelque part, reconnaître, par exemple, bon, je peux voir, par exemple, que j'ai un potentiel d'affirmation élevé en moi. À travers ma déprogrammation, je vois bien que c'est quelque chose que je n'ai pas appris à faire, de prendre ma place. Mais je vois bien quelque part que tout le travail de déprogrammation m'amène à m'affirmer, à reconnaître cette force d'affirmation en moi. Mais je ne l'ai pas encore acquise. Par contre, ce qui est intéressant, c'est peut-être effectivement de prendre le temps de faire une phrase dans laquelle je pourrais dire ça comme ceci. Moi, Sylvain, je m'affirme de plus en plus chaque jour. Et je me sens de plus en plus en harmonie avec mon être, car cela me permet d'être de plus en plus heureux, par exemple. Alors, vous voyez que ça pourrait être une façon de dire justement, hein, d'exprimer quelque part une intention claire qui va programmer notre cerveau, lui faire comprendre à notre cerveau qu'on est en train effectivement de mettre en place une transformation dans le ici maintenant. Hein, on reconnaît quelque part que c'est dans le ici maintenant que ça se fait. Et à ce moment-là, évidemment, cette fameuse phrase-là, si on la répète vraiment régulièrement devant un miroir, par exemple, etc., et de la répéter matin, midi et soir, par exemple, bien, ça va nous permettre à ce moment-là de pouvoir vraiment trouver cette position d'alignement dans laquelle on agit en harmonie avec ce qu'on affirme, hein, et que tout doucement, comme ça peut vraiment amener, favoriser encore une fois un travail
d'éveil de plus en plus grand, dans lequel on va évidemment être attentif à ce que la vie va nous refléter à travers la loi de l'attraction, à travers les événements de la vie, et prendre le temps de noter nos expériences, et prendre le temps de faire un travail de décodage des promesses et soins selon le besoin, pour favoriser donc la transformation d'une façon de plus en plus profonde dans notre vie. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous témoigner aujourd'hui. Peut-être une dernière chose par rapport à cette notion d'éveil-là, qui est assez importante en fait. Et ensuite, je vais répondre aux questions parce que je vois qu'il y a des questions qui ont été posées. L'idée, quelque part, que je viens de vous proposer là, c'est toute une démarche dans laquelle on pourrait se dire, mais c'est la volonté, c'est par ma volonté que je vais arriver à avancer. Et je vous dirais que ce n'est pas nécessairement la volonté qui va faire qu'on va avancer, c'est beaucoup plus cette capacité que j'ai de m'abandonner à cette force d'amour universel, unificatrice. Ça veut dire quoi m'abandonner? Ça veut dire d'accepter qu'il y a un flot d'énergie qui est en moi et ce flot d'énergie me porte vers une direction. Si moi je suis toujours en conflit, en effort, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de contrôler ma vie, prendre le volant puis essayer de contrôler ma vie puis dire ok je m'en vais là puis il y a plein d'obstacles mais je continue, je vais m'efforcer à aller continuer dans cette voie-là même s'il y a plein d'obstacles qui m'empêchent de prendre ce chemin-là. Alors que si je suis dans un processus de conscientisation, si je vois qu'il y a plein de résistances, qu'est-ce que je vais faire? Ok, la loi de l'attraction me transmet que des résistances. Qu'est-ce que la vie veut m'enseigner à travers ça? Si moi je me mets en alignement avec mon être, est-ce que cette voie-là, je devrais la prendre, considérant ce qui m'est présenté là? Puis évidemment, à la lumière de tout ça, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de faire un petit peu de décollage intuitif pour aller voir les résistances qui sont en moi concernant ces chemins-là, puisque ma voie semble bloquée. Et je fais des promesses et soins, et peut-être que je vais comprendre à ce moment-là que cette route-là est une route finalement qui, ça ne vaut pas la peine que je continue dans cette voie-là, parce que quelque part, la vie me transmet, me propose un autre chemin. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on lâche prise, ben, on est dans un processus où on n'est pas en train de faire des efforts, on est simplement en train de faire un travail d'écoute envers soi-même. Et ce travail d'écoute, qu'est-ce que c'est? C'est un travail dans lequel je prends conscience de ce qui se passe en moi et je prends conscience à quelque part du chemin qui se manifeste en moi, qui me rend heureux, qui me rend épanoui, qui me donne un sentiment de satisfaction et de joie de vivre en fin de compte. Alors, vous voyez que quand je vous propose ce chemin-là, ce n'est pas un chemin lourd et pénible et lourd qui demande plein d'efforts. Je vous demande au contraire simplement d'être simplement dans un processus d'abandon envers cette force de l'amour qui existe et qui est en nous et de vous donner l'autorisation de vous aimer tout simplement et que si vous vous aimez, bien, vous allez avoir envie de porter de l'attention envers vous-même. Vous allez avoir envie de nourrir cette attention-là de façon que justement la lumière devienne de plus en plus rayonnante en vous et que vous soyez de plus en plus rayonnant et lumineux comme il se doit en fin de compte. Alors c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager. Alors je vois qu'il y a des questions, j'avais déjà une question qui m'a été posée par France sur les subpersonnalités, je vais y revenir donc, je vais peut-être revenir sur les questions d'abord sur la conférence comme telle. Il y a Agnès qui me disait, c'est exactement ce que j'ai fait, je ne comprenais pas que ces ombres-là faisaient là. Voilà, voilà Agnès, c'est que les ombres, en fin de compte, on est tous habités par des ondes d'ombre. C'est-à-dire que dans la vie, on peut avoir fait un certain ménage dans notre vie et on évolue, puis bang, ce qu'on croyait avoir tout réglé, ben, revient à la surface. Ces ondes d'ombre reviennent à la surface, comme si elles ne nous avaient jamais quittés. En fait, elles ont été transformées, elles se sont sans doute adoucies, mais quelque part, il peut y avoir encore des restants de ces ondes d'ombre-là et le travail va consister simplement à accueillir les ondes d'ombre qui sont en là, puis de chercher justement à continuer le travail pour permettre à la lumière de se manifester. Et quand je dis le travail, c'est simplement laisser la lumière se manifester. C'est de moins en moins avoir peur que la lumière puisse se manifester et rayonner en soi, et de lui donner sa raison d'existence, son droit d'être rayonnante et lumineuse à travers soi. C'est ça un petit peu que chacun d'entre nous avons comme expérience à se donner, je dirais. Janine me disait, est-ce possible d'augmenter le son? J'ai augmenté le son. J'espère que c'était plus facile. J'avais augmenté le son, j'avais tenu compte de cette petite demande. Agnès qui me dit une ou plusieurs parties. Je ne comprends pas la question. Si je comprends bien, ça veut dire que quand je veux aller de l'avant et que quelque chose me retient, c'est comme si ce qui semble me retenir, en fait, se manifeste à moi pour que je le rencontre. À quelque part, oui. C'est-à-dire que la loi de l'attraction nous enseigne justement qu'elle nous envoie des reflets. Alors, les reflets, quelque part, nous obligent effectivement à porter de l'attention vers soi en se disant « Ok, il se passe quelque chose dans ma vie. Ben, ce qui se passe dans ma vie m'oblige à poser un regard vers moi pour me dire, bon, ce reflet-là que la vie me transmet me demande, quelque part, de poser un regard sur moi. » Alors,
Évidemment, ce que la vie me reflète, je peux me positionner par rapport à elle de plusieurs façons. Par exemple, j'ai des embûches devant moi, je pourrais très bien me dire, bon, je suis vraiment malchanceux, à chaque fois que je veux entreprendre quelque chose, il y a des embûches qui se présentent devant moi, la vie m'en veut, je sais plus, je suis découragé, je deviens un peu comme une victime à ce moment-là. Alors évidemment, quand je me comporte comme ça, je ne me mets pas dans une position où je reconnais quelque part ma position d'alignement. Ma position d'alignement me fait comprendre que ce qui se passe dans ma vie actuellement me demande à quelque part un ajustement. Un ajustement ne signifie pas quelque part que la vie est fâchée contre moi ou que je suis malchanceux. Elle me demande simplement en tant qu'homme ou en tant que femme de dire, regarde Sylvain, là il y a un obstacle devant toi, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu te positionnes comme la victime qui va souffrir, qui va se dire, ben je suis malchanceux, ou est-ce que tu te positionnes comme, ok, il y a un problème qui est là, il y a quelque chose que la vie me montre, je vais simplement poser un temps d'arrêt pour aller porter de l'attention vers moi, pour aller voir qu'est-ce qui se passe, pour comprendre davantage pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne va pas d'une façon fluide, c'est la situation. Alors c'est là que je vais commencer à développer ce que j'appelle la responsabilité, et c'est là que je vais commencer à comprendre effectivement que j'ai une relation de responsabilité envers moi-même, et que je peux effectivement apprendre à me donner l'autorisation de m'aimer à travers ça, parce que en posant un regard sur moi, qu'est-ce que je fais? Je fais du décodage, déploiement et soins, et accueil. Et dans ce sens-là, bien évidemment, j'apprends donc à m'unifier davantage avec ce que la vie m'a transposé. Et à partir de là, bien évidemment, je vais m'ajuster pour que je sois plus en état d'harmonie et de fluidité avec la force universelle et avec la notion de mission de ma vie. Parce que plus je suis en accord avec moi, plus l'univers m'oriente dans un certain chemin, dans une certaine voie, qui m'amène à reconnaître quelle est la voie, quel est mon chemin finalement. Et c'est ça la beauté de la chose. Et on pourrait presque se dire que la beauté que l'univers nous transmet, c'est nous dire, mais toute ma vie, quelque part, elle est en quelque sorte en accord, d'une certaine façon, avec cette loi universelle-là. C'est-à-dire que pour arriver à être où ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie, j'ai peut-être dû passer par un certain long chemin qui n'était pas toujours rose, qui n'était toujours pas facile, mais qui m'a amené peut-être à développer cette position d'alignement-là et à comprendre ce que signifiait être un homme ou être une femme et être en accord avec cette fameuse loi universelle de cet amour infiniment, de définité et d'unification, je dirais. Donc voilà. Donc c'est ça un petit peu, j'ai répondu à Agnès à ce niveau-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions concernant la conférence ou sur d'autres sujets, évidemment, si vous avez d'autres questions à me faire part par rapport à cette petite conférence que j'avais donnée. Moi, pendant ce temps-là, pour que je vais vous laisser aux gens le temps d'inscrire vos questions. Et je vais revenir à la question de France au tout début qu'elle m'avait posée sur j'ai beaucoup de difficultés à intégrer les sous-personnalités, quoi faire. Alors, les sous-personnalités, ça fait partie des modules d'enseignement de la formation personnelle et c'est un volet important de la formation professionnelle ici. Et les sous-personnalités, qu'est-ce que c'est? C'est dans ma pratique, moi, j'ai fait beaucoup de lectures intuitives des chakras. C'est une grille que j'utilise beaucoup dans ma pratique intuitive encore aujourd'hui. Et c'est certain qu'à travers cette expertise sur les chakras, j'ai constaté qu'il y avait quand même très fréquemment ce qu'on pourrait appeler des conditions psychologiques, comme par exemple si mon chakra sacré a une certaine perturbation de l'hypoactivité, par exemple, je constatais que la personnalité qui est associée à un individu qui a un chakra sacré hypoactif était d'une certaine couleur, tout comme le chakra sacré hyperactif pouvait avoir une autre couleur complètement différente. C'est ce qui m'a amené donc à définir que dans chacun des chakras, il y avait comme sept état énergétique, ce qui voulait donc dire qu'on pourrait dire qu'il y avait 49 sous-personnalités, c'est-à-dire que pour moi, chacun des chakras correspond à... C'est comme si on adoptait des positions psychologiques par rapport à divers événements et diverses situations selon l'état énergétique de notre chakra. Alors, si mon chakra est équilibré, évidemment, je vais avoir une position d'alignement et je vais être parfaitement en harmonie avec mon être. Si j'ai une position qui n'est pas équilibrée, à ce moment-là, je vais donc être dans une position où je ne serai pas en harmonie complètement avec la composante psychologique et émotionnelle du chakra en question. Et les sous-personnalités, qu'est-ce que c'est? Ce sont des états de conscience qui sont simplement pas en harmonie avec la nature équilibrante du chakra en question. Donc, ça veut donc dire que quand je fais une lecture intuitive, moi, je proposais avec les sous-personnalités l'idée qu'on avait donc 49 sous-personnalités principales, ce qui veut donc dire évidemment qu'on en a beaucoup plus que ça dans la réalité, puisque tout être humain est d'une complexité extrême, faut bien comprendre. Donc, si je regarde ces 49 sous-personnalités, vont me donner des critères de base pour être capable de comprendre l'être humain dans sa nature évolutive, et ça va donc être un référent. Mais évidemment, si j'ajoute l'aspect de décodage intuitif, déploiement et soins, je vais donc pouvoir donner la subtilité à cette grille de lecture des 49 sous-personnalités pour me permettre d'aller beaucoup plus loin dans ma propre démarche comme celle d'un partenaire.
Et ce qui est intéressant dans les superpersonnalités, qui rejoint la notion d'éveil, c'est que quand je travaille avec les superpersonnalités, j'apprends à travailler avec des états de ma conscience. J'apprends à reconnaître que la victime qui est en moi, c'est un état. Que le colérique qui est en moi, c'est un état. Que l'insomniaque qui est en moi, c'est un état. Que celui qui a des problèmes digestifs, c'est un état. Que celui qui se sent triste, c'est un état. Que celui qui se sent joyeux, c'est un état. Ce sont que des états. Et ces états-là, quelque part, ne sont pas des états permanents. Ce sont des états qui changent, qui se modifient, qui évoluent selon les circonstances de la vie. C'est intéressant de se le rappeler, parce que quand on parle de la loi d'attraction, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, par exemple, je suis joyeux. Puis, oups, un événement se produit, puis je deviens triste. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est simplement passé que ma joie m'a mis en contact, donc peut-être la loi de l'univers m'a mis en contact avec, donc la joie m'a mis en contact avec un événement. Et cet événement-là me disait, l'univers ne veut pas que je sois triste. L'univers veut simplement me dire, OK, tu es joyeux, donc tu as une certaine vibration, tu as une certaine fréquence. Et parce que tu as cette fréquence-là qui se manifeste en toi, ça génère automatiquement une forme de régularisation énergétique qui fait que la loi de l'univers va sentir effectivement le besoin, pourrait-on dire ça comme ça, de me mettre en relation avec quelque chose qui est plus faible qui est en moi. Et quand l'événement va se produire, si je ne suis pas capable de m'aligner face à cet événement-là, ben là, je vais tomber dans ma souffrance et dans ma tristesse. Et là, évidemment, je vais perdre la joie et je vais simplement m'identifier à la tristesse qui est en moi. Si j'avais appris à me mettre dans une position de verticalité, je serais capable de reconnaître que cet événement-là n'est pas là pour me rendre triste. Il est là pour me demander, quelque part, de m'ajuster à cette joie qui est en moi, pour être capable, donc, de poser un regard sur des souffrances que j'ai pu avoir, qui m'ont amené la tristesse, et être capable de m'ajuster à cela pour qu'un travail de réunification et d'expérience d'amour puisse se manifester à travers cela. Donc, vous comprendrez que tout le travail des superpersonnalités va me permettre justement donc de pouvoir travailler. Comme si je parle dans un travail de pratique personnelle, ça veut donc dire que je peux utiliser la technique de l'écran, qui est une technique qui est vue dans la pratique, et de simplement projeter la superpersonnalité devant un écran et chercher à projeter la superpersonnalité comme si elle était vraiment comme un être humain, c'est-à-dire qu'elle a une tête, des épaules, elle est moi, mais avec une expression particulière de qui je suis. Par exemple, si je me mets en relation avec le colérique qui est en moi, ben c'est sûr que le colérique en moi risque d'être un peu en colère, risque donc d'avoir une certaine attitude colérique. Si je me mets en relation avec la tristesse qui est en moi, ben je risque de me retrouver dans une position où je vais voir Sylvain dans une position qui ne sera pas nécessairement joyeuse, puisque c'est le triste qui est en moi. Alors, je vais prendre le temps donc de décrire ce que je vois, j'entends, ressens, je vais prendre le temps de questionner, déprimer et soigner, de la même façon que je le ferais si c'était une autre personne, par exemple. Et c'est là que je vais apprendre, effectivement, à me réunifier à cette énergie-là pour qu'elle ne soit plus un état qui me perturbe, mais que ça devienne effectivement un état qui me ramène vraiment à une expérience d'unité avec mon être, d'accueil et d'amour aussi avec mon être aussi. Et c'est ça un peu l'idée des techniques donc de superpersonnalité. Alors, je ne sais pas si France, ça t'aide ce que je te dis, si ça t'éclaire, mais j'aimerais ça avoir un feedback de toi si tu en as envie. Il y a une question qui me revient ici par Agnès, qui me dit, pour observer ces états, il faut pouvoir les ressentir, ces états. Si quelque chose en moi les rejette, je ne peux pas en prendre conscience. C'est pas tout à fait vrai. Je te dirais ça comme ceci. C'est-à-dire que pour observer ces états, il faut pouvoir les ressentir. Déjà, non, c'est pas vraiment la seule chose qu'il faudrait dire là-dessus, c'est-à-dire il faut pouvoir les ressentir, les voir ou les entendre. Donc, il y a 3 modes de communication et j'irais jusqu'à dire, on pourrait même également les goûter ou les humer. OK? Donc, l'odeur, le goût peut aussi participer, c'est quand même plus rare. Mais déjà, il faut se rappeler que c'est voir, entendre, ressentir. Peut-être que pour toi, Agnès, c'est plus facile pour toi de parler des sensations, mais je te rappelle qu'on peut voir ou entendre. Alors, ça veut donc dire que quand on fait un travail sur la superpersonnalité, on fait comme si. On fait comme si, c'est-à-dire que je projette dans l'écran l'idée que la superpersonnalité avec laquelle je veux faire un travail se manifeste devant moi dans l'écran et je peux la ressentir, la voir ou l'entendre. Et évidemment, je vais chercher justement à décrire ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens de la superpersonnalité en question. Si évidemment quelque chose en toi la rejette, c'est pas tout à fait vrai que tu ne seras pas en mesure d'en prendre conscience, parce que si c'était le cas, moi ou dans la pratique, personne ne serait capable de vraiment faire un travail sur les superpersonnalités parce qu'au départ, on les rejette, ces superpersonnalités-là. Donc, on ne peut pas, donc, quand on fait un travail comme celui-là, bien évidemment, c'est une façon pour nous de mieux comprendre la superpersonnalité puis de chercher à s'harmoniser à elle. Donc, au départ, on la rejette. Donc, c'est donc logique, évidemment, que si on la rejette,
ben, à quelque part, on ne soit pas en harmonie avec elle et que le travail intuitif va nous rappeler évidemment que la pratique de l'enracinement va me remettre dans une position de témoin. Et si je suis dans une position de témoin, je ne suis pas dans un processus de rejet vis-à-vis de l'énergie. Une facette de moi peut la rejeter, mais moi, en tant que témoin, je ne la rejette pas. Donc, quand je la mets sur l'écran, je ne suis pas en train de la rejeter, cette énergie-là. Je suis en train de l'observer, de l'accueillir comme un témoin, tout simplement, qui est observateur sans avoir d'égard particulier envers l'énergie en question. Alors, c'est ça un peu la clé, je dirais. Donc, l'enracinement est vraiment une étape importante pour vraiment renouer contact avec la position d'alignement. Si je n'ai pas une position d'alignement, ça veut donc dire que je ne suis pas dans une position favorable au développement de l'intuition. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, la pratique de l'enracinement est vraiment fondamentale pour ça, parce qu'elle nous met en contact avec la terre et le ciel, l'expression du soleil rayonnant lumineux dans notre cœur, qui, lui, va nous guider dans notre démarche intuitive. C'est donc important de bien comprendre cela ici. Donc Agnès me dit, oui, j'ai de plus en plus de mal à me faire confiance à ce que je vois et entends, c'est vrai. Ben ça c'est un peu normal, je te dirais Agnès. Maintenant, quand tu dis j'ai de plus en plus de mal à faire confiance à ce que je vois et entends, c'est vrai, ça veut dire pour moi que tu as une déception. C'est que si tu as de plus en plus de difficultés à te faire confiance, c'est parce que tu as des raisons à ça. Tu as des raisons. Tu as donc eu des déceptions. Tu as eu des déceptions parce que tu as vu et tu as entendu et tu as peut-être essayer de te faire confiance et tu t'es constaté que tu t'es trompé, que tu as été dans l'erreur. Donc ça, c'est la première chose que tu dois comprendre, c'est que donc, tu as une programmation en toi qui te laisse croire que tu as été dans l'erreur et c'est pour ça qu'il ne faut plus jamais que tu te fasses confiance. Et c'est là, évidemment, que tu dois commencer à regarder cette position-là. Dans les super-personnalités, par exemple, tu pourrais très bien te dire, ben tiens, je vais travailler avec la super-personnalité de Agnès qui ne se fait plus confiance. Et à ce moment-là, quelque part, ça peut être intéressant de voir comment tu apercevrais cette facette-là de toi. Toi, ça serait une façon de travailler qui pourrait être intéressante, je dirais. Je ne sais pas si ça t'aide, Agnès, tu me diras. On pourrait y revenir s'il y a lieu. Bonjour, Joanne. Alors, tu me dis, est-ce que je peux travailler juste avec une super-personnalité dans une journée? Exemple, je sens que le bâtisseur en moi est déséquilibré. Oui, bien sûr, on peut travailler, on a une liberté. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis là pour vous rappeler quelque part que vous êtes capable de faire tout. Hein, c'est-à-dire que le processus intuitif nous permet d'accéder à tout. Maintenant, quand on dit, est-ce que je peux travailler juste avec une super-personnalité dans une journée? Oui. Maintenant, si je change à chaque jour de super-personnalité, ben à la fin de la semaine, je vais te demander, Joanne, OK, raconte-moi ta semaine. Est-ce que c'est cohérent ta démarche? Est-ce que si tu fais le travail de super-personnalité à chaque jour, puis que c'est complètement dispersé, puis qu'à la fin de la semaine, tu n'as aucune idée où est-ce que tu t'en vas parce que tu travailles sur plein de choses en même temps, là, je te dirais, c'est pas cohérent. La cohérence, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part, est-ce que tu as une cohérence dans son chemin? Est-ce que tu es capable de me dire que le travail que tu fais te permet de te sentir plus en état de soutien avec toi-même, en état d'alignement avec ton être? C'est ça la clé. Alors, je pense que oui, bien sûr, on peut travailler sur plusieurs super-personnalités, mais il faut le faire dans cet état de conscience et aussi en le regard de ce que l'univers nous apporte par la loi de l'attraction. C'est ça qui est important également aussi. Il y a Janine qui me dit, ce sont des croyances qui bloquent. OK, donc j'essaie de me référer à ce que tu avais déjà dit précédemment, Janine. Oui, ben, en fin de compte, les croyances, à quelque part, c'est comme des réflexions qu'on s'est faites sur la vie et qui nous font croire, quelque part, qu'il y a des façons de fonctionner dans la vie qui doivent être faites. Hein. On doit fonctionner d'une certaine façon. Pourquoi? Mais parce qu'à quelque part, on a l'impression que c'est comme ça que ça se fait. Tu sais, comme moi, par exemple, j'ai eu une éducation, une enfance où mes parents étaient très peu absents. Alors, ça m'a amené, je pense, à comprendre quelque part qu'il fallait que je me fasse confiance. Et qu'en me faisant confiance, ben, je devais quelque part traîner sur mes épaules, en quelque sorte, cette idée qu'il fallait que je construise ce que je faisais et, d'une certaine façon, en oubliant quelque part que l'univers était là pour moi. Comme j'avais eu une éducation où mes parents n'avaient peut-être pas été très présents pour moi, j'avais donc aussi une manque de foi envers l'univers. Et c'est certain qu'à travers ma vie, j'ai dû donc passer par un chemin où je me suis dit, bon, ben voilà, je vais me débrouiller tout seul. Et en me débrouillant tout seul, je suis devenu un peu comme un solitaire. Alors ça, c'est une expérience que j'ai vécue. Et cette expérience-là de vie m'a confronté à devoir justement faire un travail d'épluchage, de libération aussi, pour être capable de renouer contact avec cette individualité que j'ai et de reconnaître à quelque part que c'est pas vrai et que je suis seul au monde.
Je ne suis pas seul au monde, l'univers est là. Et cet univers est animé d'un amour infini envers moi. Et que cet amour infini, à quelque part, je dois l'accueillir en moi pour lui permettre justement d'exister complètement. Et si elle existe complètement en moi, bien inévitablement, ça change complètement ma vision du monde. Et ça change complètement mes croyances. Alors, c'est ça un peu, Janine. L'idée des croyances, c'est des convictions qu'on a qui ne sont même pas remises en question et qu'on n'a même pas envisagé de les remettre en question parce qu'elles font tellement partie de notre regard sur la vie qu'on est incapable même de poser un regard d'observation sur elles. Heureusement, il y a la fameuse loi d'attraction auquel elle nous confronte. Elle nous confronte à plein d'expériences qui nous obligent à nous dire « Est-ce que tu es si grand que ça, Sylvain? Est-ce que tu es si fort que ça, Sylvain? Es-tu vraiment capable de pouvoir te débrouiller tout seul? » Et là, la loi d'attraction, elle nous confronte à des événements, des expériences de la vie qui nous ramènent à nous dire « Ben Sylvain, peut-être que finalement, je ne suis peut-être pas capable de fonctionner dans ce concept d'individualisme que j'avais développé. » Et de commencer à me rendre compte que j'ai peut-être effectivement besoin d'aide pour être capable de cheminer, progresser et d'évoluer. Alors c'est là quelque part qu'on arrive justement à toucher ces croyances-là, puis à les dénouer, parce que là on commence à devoir poser un regard sur le décodage des programmations et soins qui nous révèlent finalement que ces ombres-là nous empêchent d'évoluer, de progresser, de cheminer et d'atteindre notre plein potentiel. Et c'est là qu'on commence à faire un travail de libération, je dirais. Alors je ne sais pas si je te réponds à ta question, Janine, par rapport à ça. Puisque tu ne me posais pas de questions, tu me faisais juste affirmer quelque chose. Mais évidemment, oui, bien sûr, que tout le travail donc de favoriser l'éveil va vraiment passer par ces vraiment 3 volets, décodage, déprogrammation et soins, qui vont nous permettre justement de développer une responsabilité envers notre vie d'une façon de plus en plus importante. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions maintenant. Concernant donc soit la conférence ou encore sur la pratique personnelle ou encore sur la pratique professionnelle. Vous êtes toujours là, ça va? Donc, c'est des questions. Alors, évidemment, donc, l'idée de cette conférence-là était donc de vous amener à devenir plus attentif, en fin de compte, dans la pratique régulière par rapport au décodage étudié des programmations et soins et considérant, évidemment, ce que la vie nous ramène tout le temps dans notre vie, parce qu'on est toujours confronté à chacune de nos journées, à vivre notre vie, à vivre des expériences de notre vie. Alors, je pense que toutes ces expériences-là nous ramènent à cette fameuse loi d'attraction qui nous ramène, évidemment, à porter un regard sur soi aussi. C'est ça un peu la clé de ça. Quand puis-je utiliser sur une personne le soin de l'axe? Toi, tu parles de la circulation entre les axes, Joanne, c'est bien ça? Et quand tu peux utiliser ça, ben, moi je te dirais évidemment que là, tu segmentes un exercice, en fin de compte, en me demandant la question comme ça, parce que tu pourrais très bien te dire, ben voilà, moi j'ai développé un protocole, une technique de soin sur les chakras qui va consister donc à ouvrir et fermer le chakra, faire un équilibre par les couleurs, circulation rotatoire du chakra. Ensuite, je fais mouvement ascendant et descendant, et ensuite, je termine avec la circulation entre les axes. Ce serait donc un soin complet au niveau des chakras. Quand tu fais une circulation entre les axes, tu dois comprendre justement que cette habileté-là de faire une circulation entre les axes va nous permettre souvent d'évaluer le potentiel de lien, de connexion entre la personnalité et la spiritualité, l'axe spirituel. On pourrait l'appeler ça comme ça. C'est un axe psychospirituel que la circulation entre les axes. Tous les chakras du bas qui sont beaucoup plus reliés à la personnalité et tous les chakras du haut qui sont beaucoup plus reliés à la spiritualité. De quelle façon qu'un être humain parvient à favoriser cet équilibre-là. C'est souvent de cette façon-là qu'on va faire cette circulation entre les axes. Et je te dirais que la circulation entre les axes est toujours combinée avec le décodage intuitif, les techniques de déprogrammation et les techniques de circulation énergétique. Donc, inévitablement, si tu pratiques régulièrement cette technique-là, tu vas découvrir par toi-même en quoi elle va te parler, en quoi elle va être un guide pour toi. Parce que c'est normal qu'il y ait des techniques qui vous apparaissent plus significatives pour vous par rapport à d'autres techniques. C'est tout à fait normal. Ça, c'est pas quelque chose de surprenant, c'est pas quelque chose d'étonnant non plus. On a donc des affinités. Sauf que là, si tu me dis à ce stade-ci, Joanne, quand est-ce que tu peux utiliser cette technique-là? Ça veut donc dire, moi je te répondrais, commence à l'utiliser, fais-la plusieurs fois et vois en quoi elle t'est utile, vois en quoi elle t'apporte quelque chose. Et si tu ne comprends pas son utilité, reviens vers moi et on en discutera. Parce qu'il faut bien comprendre que cette circulation-là, elle touche vraiment toute la notion de quelle façon que
que des aspects plus primitifs en moi sont en harmonie avec des aspects plus spirituels en moi, de quelle façon que les deux aspects s'unifient en moi. Parce que souvent, on vit des dichotomies dans l'être humain. On met trop l'emphase, par exemple, sur les chakras inférieurs, on met trop l'emphase sur les chakras supérieurs. Donc, cette technique-là nous permet de bien voir de quelle façon que l'être humain favorise une complémentarité entre les aspects supérieurs et inférieurs de sa personnalité. C'est un peu ce que je dirais par rapport à ça. Là, j'ai une question qui me posée. Qu'est-ce qu'une sous-personnalité? Alors, je pourrais répondre de plusieurs façons et je vais peut-être faire ça comme ça. À l'origine, les sous-personnalités, ça a été beaucoup développé par Roberto Assagioli, qui est un Italien, qui est un psychiatre et qui avait beaucoup étudié Alice Bailey. Alice Bailey, c'est une femme qui a écrit beaucoup de livres ésotériques dans les années 1900. Elle avait écrit un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait La guérison ésotérique, mais elle en a écrit beaucoup d'autres et des livres assez difficiles d'accès quand même. Hein. C'est très ésotérique ces livres. Et lui avait étudié beaucoup cette femme-là et puis il a donc développé une approche psychologique. C'est un des premiers qui a intégré la spiritualité dans la psychologie. Il appelait ça la psychosynthèse. Et il avait donc reconnu que l'être humain se composait de ce qu'on appelle les sous-personnalités, c'est-à-dire que, par exemple, moi, si je suis victime, je me dis je suis victime, ça veut donc dire que j'ai une sous-personnalité qui s'appelle la victime. Je suis colérique, par moment, j'ai une sous-personnalité qui s'appelle la colérique. Je suis insomniaque, j'ai une sous-personnalité qui s'appelle l'insomniaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des conditions favorables en moi qui vont faire que je vais devenir le colérique, que je vais devenir le dépressif, que je vais devenir l'insomniaque. Il y a des conditions qui favorisent ça. Je ne suis pas toujours ça. Je ne suis pas 24 heures sur 24 le colérique, par exemple. Le colérique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans certaines circonstances, dans certaines situations, je vais exploser de colère. Et je vais perdre contrôle. Mais c'est dans certaines circonstances que ça se fait. Sinon, je peux être très, très doux. Vous voyez? Alors, c'est ça une sous-personnalité. C'est un état qui va se manifester à nous et qui va s'imposer à nous, en quelque sorte, sans qu'on en ait, évidemment, sans qu'on ait choisi qu'elle se manifeste à nous. C'est comme un état, une forme de protection qu'on a développée. Et cette protection-là cache des forces en nous qu'on n'a pas appris à assumer. Alors, c'est ça un peu que je dirais. Donc, j'espère que je réponds à la question Garan César. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom, mais bon, je me suis risqué. Agnès qui me dit « Je me sens assez largué dans l'information. J'ai l'impression de devoir d'abord porter de l'attention sur moi et toutes les réactions que je commence à accueillir. Dans le même temps, j'ai aussi des moments où tout me paraît très clair. Ça me laisse parfois perplexe. Ça me donne parfois l'impression d'être une imposteuse. » Je ne comprends pas l'imposteur, Agnès, par contre. J'aimerais ça que tu m'expliques en quoi tu te sens imposteuse. Parce que là, je ne comprends pas très bien par rapport à ce que tu viens de me décrire juste avant. Parce que tu te sens largué dans l'information, j'ai l'impression de devoir d'abord porter l'attention sur moi et sur toutes les réactions que je commence à accueillir dans le même temps. Et j'ai aussi des moments où tout me paraît très clair. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal, tout ça. Hein, c'est un apprentissage. Peut-être que si tu envisages l'idée de la formation professionnelle, bien évidemment, je te dirais, bravo si tu te sens imposteuse. Moi, je préfère que tu te sentes imposteur dans le rôle professionnel pour commencer une pratique, parce que quelque part, on doit arrêter, dans un premier temps, de se concevoir professionnel avant même de l'être. Hein? Tu commences ta formation. Donc, c'est peut-être un peu normal que tu te retrouves dans une position d'imposteur, parce que la position de professionnel, tu ne l'as pas acquise. Donc, pourquoi pas reconnaître cette position-là d'imposteur? C'est pas une mauvaise chose. Je te dirais par contre, évidemment, que le travail que tu fais sur toi n'a pas pour objectif de te mettre dans une position inconfortable ou de remise en question perpétuelle. Elle te permet par contre de développer une méthode dans laquelle tu apprends justement à commencer à comprendre quelque part qui tu es, puis à donner un sens, puis une expression à qui tu es. C'est ça quand même qui est la clé de ça. Alors, tu pourras revenir vers moi si tu veux bien pour cela. Jeannette qui me dit, ce sont des étiquettes que l'on se colle. Non, les sous-personnalités, ce ne sont pas des étiquettes que l'on se colle. Les sous-personnalités, ce sont des états. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se colle ces étiquettes-là. Hein. Moi, par exemple, je peux être conscient, par exemple, que je suis colérique. Donc, effectivement, je pourrais dire je suis colérique, ce serait une étiquette que je pourrais me coller. Par contre, il y a des états de conscience que j'ai dont je ne suis pas du tout conscient. Je pourrais très bien, quelque part, constater, par exemple, l'insomniaque, je suis insomniaque. Je ne pourrais pas me penser, par contre, que c'est une étiquette que je me collerais. Je dirais, non, je ne m'étiquette pas, je ne suis pas en train de m'étiqueter quelque chose. Je suis insomniaque, je ne dors pas la nuit, par exemple. Mais l'état dans lequel je suis pour ne pas dormir la nuit, c'est une sous-personnalité. Et c'est là qu'on peut aborder le travail intuitif, tu vois. Et c'est là la clé. Le travail intuitif, c'est ça qui va nous amener à approfondir cette compréhension de l'état en question. Parce que si on reste à un niveau d'étiquette, ça voudrait dire quelque part qu'on ne se permettrait pas de mettre en harmonie le processus intuitif qui, lui, est la clé.
parce que les supersonnalités, c'est un concept que je voulais adopter dans la pratique, mais l'important que je voulais vous faire comprendre, c'est que quand on fait un travail intuitif, ce qu'on découvre, c'est que la sous-personnalité est une forme de mémoire avec laquelle on peut travailler dans le travail intuitif, et cette mémoire-là, quelque part, c'est comme si elle était dotée d'une conscience, et que je peux très bien travailler sur les chakras de cette sous-personnalité-là comme si elle était un être humain tel que moi, alors que c'est une facette de moi, mais c'est comme si je pouvais travailler avec elle, comme si elle était animée d'une conscience, comme si elle était un être humain distinct de moi. Et c'est là que ça devient un travail très enrichissant, qui devient très, très intéressant aussi de pouvoir faire à ce moment-là. Alors, Agnès, je n'ai pas une nouvelle de toi. Je ne sais pas si tu veux me revenir sur ce que tu me donnais comme commentaire. Et s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, des interrogations, ce serait le moment de le faire, évidemment. La colère est-elle située dans une personnalité spéciale, exemple le plexus solaire? Non. En fin de compte, si on tombe dans la... Bien sûr que oui, on pourrait dire ça, on a plusieurs façons de dire les choses. Hein? Je vais dire ça comme ceci. Si on regarde les sous-personnalités, telles que moi je les ai définies dans la structure de l'enseignement à laquelle tu as accès, Joanne, tu vas te rendre compte que ta question, il y a déjà une réponse. Prends le temps d'analyser les sous-personnalités, tu vas te rendre compte que il y a une réponse à ça, c'est le plexus solaire, bien sûr, le guerrier. Le guerrier, mais pas n'importe quel des guerriers, c'est le guerrier hyperactif. Il faut comprendre que quand on parle d'hyperactivité d'un chakra, on comprend que l'hyperactivité, c'est un mouvement qui va vers le haut. Donc, ça veut dire quelque part que toute forme d'énergie qui est vers l'extérieur, comme la colère, c'est une énergie qu'on projette vers l'extérieur, c'est une énergie, effectivement, qui va nous mettre dans une position d'horizontalité, et dans lesquels on va projeter sur les autres quelque chose. Et le guerrier, le plexus solaire, dans son état hyperactif, va vraiment favoriser cet état de manifestation de la colère. Donc, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne me parle de colère, je dois toujours devoir la localiser dans le plexus solaire? Bien sûr que non. Ce serait dommage de schématiser ça, de ne plus être en relation avec le vivant. Le vivant, ça veut dire quoi? J'ai un partenaire devant moi, ce partenaire-là, quelque part, me parle de sa colère, et moi, je pars avec ma logique intellectuelle en me disant « Ok, c'est le plexus solaire ». Ben non. La colère peut être omniprésente dans le corps. Elle peut se manifester ailleurs que dans la région du plexus solaire. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de notre processus intuitif, tout en se rappelant, évidemment, qu'il y a une hiérarchie humaine, dans la psychologie humaine, qui nous rappelle que le bâtisseur, le communicateur, le guerrier, le serviteur, le créateur, le philosophe, le spirituel, sont les 7 grandes, c'est les 7 chakras. Et que ces 7 chakras-là, quelque part, ont des composantes psychologiques que je viens qui sont définis par les termes que je viens de nommer, et que ces composantes psychologiques-là vont jouer à l'intérieur des états énergétiques. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'équilibre, du désalignement, de l'hypo, de l'hyper, de l'hypo-surchargé, de l'hyper-surchargé, de l'épuisé. Alors, vous voyez que c'est ça un peu, quelque part, la logique que je veux vous amener dans les sous-personnalités, c'est que vous arriviez à être capable de comprendre qu'il y a donc... qu'on est animé par des états, et ces états-là ne sont pas figés dans l'espace. C'est pas parce que je suis un guerrier hyperactif, parce que je suis colérique, que je serai un guerrier hyperactif colérique toute ma vie. Je peux très bien, quelque part, apprendre justement à régulariser ces états-là par les techniques qui sont enseignées justement dans les 2 modules sur les chakras et qui vous amènent donc à être capable d'avoir des actions sur vous-même, tout comme des actions sur un partenaire aussi. Je pense que c'est ça qui est important également. Il y a Agnès qui m'est toujours pas revenue. J'attends toujours de toi, Agnès, que tu me reviennes pour me dire un petit peu plus clairement ce que tu veux dire par imposteuse, parce que je ne comprenais peut-être pas très bien ce que tu voulais dire, donc je voulais juste m'assurer que j'avais bien compris ce que tu voulais me communiquer à ce moment-là. Et s'il y a d'autres gens qui ont des questions, ce serait le moment. Donc Agnès, pour aller à l'autre, je n'y arrive pas, je suis navré. Oui, bien Agnès, à quelque part, c'est ça, pour aller à l'autre. Mais voilà, être imposteur, moi j'ai vu dans l'enseignement 2 types d'individus. Il y a celui, justement, comme toi, qui va se mettre dans une position d'imposture parce qu'elle se sent pas à la hauteur de faire une démarche sur l'autre. Et puis il y a l'autre qui se sent tellement convaincue qu'elle peut faire une démarche sur l'autre qu'elle va y aller d'une façon presque exagérée. Elle va se lancer dans le feu d'action. Je vais vous faire une anecdote par rapport à ça. Alors, évidemment, quand cette position d'imposture, elle nous met en contact avec quoi? Elle nous met en contact avec le manque de foi envers nous-mêmes. Si j'ai une forme d'imposture, c'est parce qu'à quelque part, je ne crois pas en moi. Je ne crois pas en ma capacité d'aider les autres.
Et pourquoi je ne crois pas à ma capacité d'aider les autres? C'est parce que je suis convaincu que pour aider les autres, il me faudrait être en harmonie avec moi-même. Il me faudrait être parfaite envers moi-même. Si j'avais cette conviction-là, bien inévitablement, je serais confronté moi-même à arrêter ma pratique puisque je me sentirais imposteur aussi. On est tous dans un processus d'évolution. On est tous à quelque part à cheminer en tant qu'être humain. Et ce cheminement-là, en quoi il consiste? Il consiste à nous mettre dans une position de lumière de plus en plus élevée. Et c'est ça un peu l'éveil dont je parlais tantôt au début de la conférence. Donc, cette position d'éveil, qu'est-ce que c'est? C'est de travailler journalièrement avec humilité et avec amour à évoluer, progresser, cheminer, en tenant compte de cette fameuse loi d'attraction qui nous confronte à des événements et des situations qui nous obligent justement à renouer contact avec cette position d'alignement-là pour apprendre à vibrer, évoluer, progresser, cheminer, pour se faire de plus en plus confiance en soi dans le chemin que l'univers nous propose de prendre. Et je pense que dans ce sens-là, Agnès, c'est certainement ça le chemin que tu as à parcourir. L'autre chose que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est qu'il y a des gens qui ont une certaine confiance. Moi, je pense toujours à un exemple que j'avais, une étudiante que j'ai eue dans une formation, qui, dès les premiers jours de formation, j'avais une collaboratrice qui m'avait dit, écoute, cette personne-là, je pense qu'elle va aller loin parce qu'elle a vraiment une facilité de départ assez exceptionnelle. Donc, c'était super, j'étais content, c'est OK, on va voir ça. Et puis finalement, cette fameuse personne-là, a compris effectivement qu'elle avait une certaine facilité et elle a très vite développé ce que j'appelle une recette. Et si vous allez comprendre, c'est intéressant ça, parce que la recette, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. C'est pour ça que dans l'enseignement, j'essaie d'amener beaucoup d'éléments et beaucoup de façons de faire différentes pour que vous appreniez vraiment à prendre plusieurs chemins pour accéder à l'intuition. Parce que cette personne-là, ce qu'elle a décidé de faire, c'est que très vite, elle a donc développé des habiletés intuitives, c'était tant mieux, mais très vite, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a décidé de développer une recette en se disant, ben tiens, je vais faire ça, 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 puis bingo, ça va aller. Alors, elle faisait toujours un peu la même chose, et curieusement, ce qui s'est passé, c'est qu'à mesure que la formation avançait, elle se trouvait dans un processus intuitif qui était vraiment en dessous des autres. Elle n'avait plus les mêmes qualités intuitives. Alors, elle a commencé en Lyon, pourrait-on dire, puis à mesure que la formation avançait, elle se retrouvait en retard par rapport aux autres, tout simplement parce qu'elle avait développé une recette. Et la recette était toujours la même chose. Alors, ça veut dire quoi? Quand on fait la recette qui est toujours la même chose, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'on développe un protocole, mais un protocole qui devient un peu comme la logique. Et la logique, effectivement, nous amène à aller chercher peut-être 2-3 informations envers notre partenaire, qui peuvent être justes. Notre partenaire peut se trouver donc satisfait de ça, mais évidemment, on en reste là parce qu'on n'est pas capable d'aller plus loin. Donc, on va enrichir ça en amenant des informations qu'on a été chercher dans d'autres formations, dans d'autres trucs qui sont logiques, qui sont intellectuels et qui vont peut-être effectivement amener donc un sentiment qu'on est parvenu à un certain processus intuitif. Mais moi, je suivais cette personne-là, puis je voyais quelque part, c'était exactement ça qu'elle faisait. C'était qu'elle faisait moi je l'appelais ça comme un enveloppage pour dissimuler ses failles au niveau intuitif, parce qu'elle avait choisi, elle, de se dire, ben voilà, moi je fais ça comme ça, comme ça, comme ça, puis ça s'arrête là. Et évidemment, à mesure que la formation avançait, ben évidemment, l'enseignement a une forme de progression, et cette personne-là, effectivement, ben elle n'arrivait plus à suivre les autres, parce que son processus intuitif était resté à un niveau assez grégaire, assez primitif, par rapport aux autres qui avaient justement cherché à développer les habiletés. Donc, c'est une personne qui avait donc effectivement un sentiment de confiance en elle-même dès le départ, puis elle s'est lancée, mais évidemment, comme vous le voyez, le fait de s'être lancée, ben, malheureusement, elle ne s'est pas mise dans une position où elle n'a pas pu permettre à son outil de pouvoir se développer à sa pleine mesure, parce que justement, elle a donc créé un cadre un peu rigide pour pratiquer son travail intuitif. Donc, elle a accepté que son travail intuitif se fasse dans ce cadre-là. Donc, elle avait amené d'autres informations qu'elle avait apprises dans d'autres formations pour en faire un genre de quelque chose de cohérent, mais c'était plus autant de l'intuition. La démarche intuitive était finalement très limitée. Donc, c'est sûr que moi, j'aime mieux quelqu'un qui va me dire qu'elle se sent imposteur, que quelqu'un qui va me dire, ben moi, je me sens complètement à l'aise, et je me sens complètement à l'aise, et j'y vais, je fonce, je pratique tous les jours avec des gens, puis j'aurais plus peur de ça, surtout un début de formation, hein, parce que dans ton cas, Agnès, c'est quand même un début de formation, donc j'aurais plus d'appréhension de voir quelqu'un qui a trop confiance en son outil. Je préfère quelqu'un qui a une forme de doute pour apprendre justement à se consolider à travers ça, et c'est sûr que j'espère évidemment pouvoir participer avec toi là-dessus pour que tu puisses apprendre à développer et acquérir les connaissances qu'il faut. Oui, je comprends. Ce serait un peu comme ça. Si ce sentiment de posture était à regarder lui aussi, quelque chose en moi qui doute. C'est sûr que ce sentiment de posture-là, c'est une sous-personnalité.
avec les superpersonnalités. La superpersonnalité de l'imposture. Hein, il y a donc une facette de toi qui se sent imposteur. Pourquoi? Mais parce que quelque part, il y a de l'ego là-dedans. Il ne faut pas se leurrer. L'ego, finalement, c'est qui? C'est celui, quelque part, qui a l'impression qu'il faudrait qu'il soit merveilleux, fantastique et extraordinaire. Et que si on n'est pas merveilleux, fantastique et extraordinaire, on est donc imposteur. Donc, il y a de l'orgueil là-dedans. Il y a de l'exigence. Donc, certainement qu'il y a quelque chose que tu peux creuser là-dedans. Et dans ce sens-là, travailler sur la superpersonnalité de l'imposteur, ce serait certainement une voie intéressante pour toi, Agnès. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant? Quelqu'un qui a appris à se dissimuler. Ou quelqu'un qui a appris à se dissimuler. Oui, dans le contexte de superpersonnalité, certainement que l'idée qui a peur d'être soi, absolument. C'est pour ça que la superpersonnalité, c'est intéressant pour toi d'aller voir, parce que je pense que l'idée d'imposteur, c'est un peu comme toute la notion d'orgueil. Tu sais, quand on dit, par exemple, moi je suis un gourou, je donne un exemple, hein, moi je suis un gourou. L'inverse de dire je suis un gourou, c'est j'ai peur d'être un gourou. J'ai peur que les gens me prennent pour un gourou. Voyez? Mais c'est qui a peur que les gens me prennent pour un gourou? C'est moi. C'est moi qui projette que les autres vont penser que je suis un gourou. Et s'ils pensent que je suis un gourou, mais quelque part, ça va changer quoi? Ça ne changera pas grand-chose. Mais moi, comme j'ai cette peur-là, ben, ça me paralyse, ça m'empêche. Et c'est là qu'on tombe dans l'ego, parce que ça, c'est une peur d'ego. C'est l'ego qui a peur de. Et c'est là qu'on tombe dans une position d'horizontalité. On n'est plus à la verticalité. Parce que la verticalité, c'est que si moi, je suis rayonnant et lumineux et que je fais des choses pour aider les autres, que les autres pensent ce qu'ils veulent. Moi, quelque part, je suis dans ma position d'alignement, je crois en moi, je crois en mes capacités, je crois en ma capacité d'aider les autres, etc. Et les autres ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Je n'ai pas à changer ce que les autres ont à penser de moi. J'ai à me mettre en alignement avec mon être. Alors, vous voyez que c'est ça la position d'alignement. Si j'ai une position de horizontalité, bien là, je vais commencer à donner du pouvoir aux autres, à avoir peur que les autres puissent penser des choses de moi. Et c'est là que je peux me priver d'être qui je suis à ce moment-là. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, Agnès, mais je crois que ça pourrait t'aider. Dois-je connaître toutes les superpersonnalités avant de faire un travail sur une personne ou moi-même? Pas du tout. C'est pas du par cœur. Les superpersonnalités sont comme des concepts dans lesquels tu dois comprendre le voyage. Le voyage, c'est quoi? C'est que le 7 chakras, donc un voyage à travers les 7 chakras, c'est quoi? C'est un travail à travers les 7 composantes de la vie. Hein, la matière, le bâtisseur, c'est la capacité d'expérimenter la matière, de comprendre la matière, de comprendre comment elle fonctionne, la matière. Le chakra sacré, qui est l'apprentissage de communication, de l'identité, de mon identité, qui apprend justement à comprendre de quelle façon je peux communiquer avec moi et de quelle façon je peux communiquer avec les autres pour me faire accepter, pour être socialement acceptable, donc les conventions sociales, etc. Le guerrier, bien évidemment, c'est prendre ma place, manifester ma puissance, ma force, être capable effectivement de reconnaître la puissance et la force des autres. Le serviteur, c'est être capable de reconnaître que je m'aime et que j'ai envie de servir l'humanité en collaboration avec elle. Le créateur, c'est reconnaître ma capacité à créer, à mettre en place quelque chose sur Terre qui va me permettre de me réaliser, hein, ma fameuse mission. Mon philosophe, c'est ma capacité à être justement témoin, capable de comprendre la vie, comprendre le sens de la vie, comprendre au-delà quelque part des apparences. Et mon chakra couronne, le spirituel, c'est être capable de reconnaître effectivement l'alignement à l'expression spirituelle de qui je suis. Alors, vous comprenez qu'à partir du moment qu'on comprend cette logique-là, ben, on comprend effectivement que ces 7 composantes-là ont donc une expression d'équilibré, mais ils ont des expressions blessures, le désalignement, l'hyper surchargé, l'hypo-surchargé, l'épuisement, qui eux sont toutes des expressions de cette nature évolutive et équilibrée, mais qui n'est pas équilibrée à ce moment-là. Et à ce moment-là, tout le travail que j'essaie de faire, moi en tant qu'être humain, c'est d'apprendre simplement à reconnaître ce qu'est la voie d'équilibre et de chercher à exprimer cet équilibre-là, plutôt que de m'identifier à des superpersonnalités qui sont en relation avec des équilibres. Je ne sais pas si tu comprends mieux, Joanne, à ce niveau-là. Virginie, pourrais-tu me conseiller des écrits ou autres sites pour bien pouvoir situer les chakras, car j'ai l'impression de ne pas bien situer certains chakras, notamment les chakras racines et sacrés. Tu veux dire ne pas bien situer certains chakras, notamment les chakras racines et sacrés. Est-ce que tu as vu la conférence dans laquelle je suis avec José Sylvestre ou Nyana Shakti? Physiquement. Mais en fin de compte, je te dirais qu'il y a une grande controverse par rapport aux chakras et donc l'idée de la localisation des chakras, quelque part, c'est qu'un chakra, comment il se localise, c'est que au niveau de le chakra racine, par exemple, c'est au niveau carrément du périnée. Hein? C'est donc entre l'anus et le sexe.
on va localiser là le chakra racine. Par contre, quand on fait un travail énergétique, on va reconnaître que le chakra racine est à peu près au niveau de la région et au niveau au-dessus de notre corps, au niveau de nos organes génitaux. Par exemple, tu vois, c'est à peu près la localisation qu'on peut lui donner. Le chakra sacré, c'est carrément le ventre. Alors, c'est carrément le ventre à qui qu'on va localiser le chakra sacré. Je comprends pas, Joanne, en quoi tu es... Quand tu dis « je suis un peu perdu pour le chakra sacré », ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire que Parce que le localiser le chakra sacré, c'est vraiment le sacrum, au niveau de la colonne vertébrale, c'est au niveau du sacrum. Et là, je vous invite peut-être à simplement poser un regard sur une colonne vertébrale. Il y a beaucoup de trucs anatomiques qu'on peut retrouver sur Internet, et de regarder le sacrum. Alors, le sacrum, il y a le coccyx. Le coccyx, c'est donc beaucoup plus relié au chakra cochigien. C'est pour ça qu'on l'appelle cochigien, d'ailleurs, dans certains livres. Le sacrum, c'est plus le chakra sacré. Le solaire, c'est le chakra solaire. Et le thorax, c'est à ce moment-là le chakra du cœur. Et les cervicales, c'est la gorge. Alors, vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on pourrait situer ça. Donc, la colonne vertébrale va nous indiquer justement la localisation des chakras qui sont reliés à des glandes endocrines. Les chakras sont liés à des glandes endocrines physiquement. Et dans ce sens-là, ça peut être un peu plus compliqué parce que, par exemple, il y a des chakras qui, en relation avec l'organe endocrine, ne sont pas nécessairement en syntonie avec la localisation qu'on fait des chakras. Donc, des fois, ça peut être un peu plus compliqué à comprendre. Mais disons que le chakra racine, par exemple, a une glande qui est en relation avec lui qui peut être un peu plus difficile à comprendre parce que c'est les glandes surrénales. Les glandes surrénales ne sont pas en harmonie, ne sont pas en accord avec la localisation souvent que l'on se fait du chakra racine. Donc des fois ça peut être confondant à ce niveau-là. Mais les glandes endocrines ont donc une correspondance avec les chakras également. Mais ça, je pense que c'est déjà noté dans les documents audio que je vous avais fait dans l'enseignement. Dans le bas-ventre, en fait, il faut faire attention parce que les chakras, il y a énormément de choses qui sont dites, énormément de choses qui sont communiquées. On pourrait longtemps tergiverser là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est pas de tergiverser, c'est plus de travailler avec l'intuition. La localisation dans la matière, dans le corps physique, bon, logiquement, c'est que le chakra sacré, le chakra racine va vraiment être en relation avec les organes génitaux, à peu près. Hein. Le chakra sacré vraiment avec la rochon du ventre, entre le nombril et les organes génitaux. Le plexus solaire va vraiment être en relation avec entre le nombril et le cœur. OK, c'est le plexus solaire. Le cœur, c'est le cœur. La gorge, c'est le chakra de la gorge. Chakra frontal, c'est le front. Chakra couronne, c'est le sommet de la tête. En fin de compte, Joanne, pour revenir sur la question de où il est situé quand on lui parle de celui-ci, arrière, c'est, comme je disais tantôt, le sacrum. Il faut que tu regardes dans une colonne vertébrale et tu vas comprendre quelque part qu'il y a le coccyx, il y a le sacrum. C'est dans le sacrum que le chakra sacré va se localiser, qui donc au niveau de l'estomac, du ventre, comme je disais tout à l'heure. Sylvie me dit, mais quand on les visualise, faut-il les voir à l'intérieur de notre corps ou à l'extérieur? Il faut se rappeler une chose, Sylvie, c'est que les chakras sont des rayonnements biolumineux. C'est des cellules de mon corps qui rayonnent. Alors, si on se rappelle que les chakras sont donc produits par de la lumière de notre corps, ça veut donc dire que les glandes endocrines associées aux chakras sont donc des zones où il y a de lumière, une intensité plus importante, plus lumineuse qui vont ressortir et qui vont être en liaison habituellement avec la capacité de cette région-là du corps à se syntoniser avec d'autres organes et qui vont dégager une lumière plus intense. C'est comme ça qu'on doit le voir. Donc, quand on parle d'un chakra, on doit se rappeler quelque part, d'abord avant tout qu'un chakra, c'est l'émission d'organes. Donc, on a moins besoin de localiser le chakra à tout prix. Parce que le chakra, ça voudrait dire, le chakra, c'est une structure énergétique qui est à l'extérieur du corps physique. Non. Le chakra, c'est un rayonnement lumineux qui s'exprime des cellules de mon corps. Ça veut donc dire quelque part que si je prends le temps de regarder la région de mon chakra racine, je vais regarder la région du chakra racine et non pas une localisation trop précise. Parce que si je fais une localisation trop précise, je ne vais donc pas tenir compte de l'ensemble de la fréquence associée au chakra racine. L'ensemble de la fréquence du chakra racine, c'est comme une certaine énergie et cette énergie, elle se manifeste dans toute la région associée au chakra racine. C'est comme ça qu'on pourrait voir ça. Mais bien évidemment, quand on fait un travail au niveau du chakra, on va absolument travailler dans l'axe horizontale, comme ceci, et dans lesquels, évidemment, on va de verticalité, et on va chercher, évidemment, donc, au niveau de l'horizontalité, à vraiment travailler
dans l'axe central quand on travaille devant et quand on travaille à l'arrière, même chose. Mais il faut comprendre que le chakra n'est pas simplement une structure délimitée comme on le voit souvent, parce que cette structure délimitée, ben c'est sûr qu'il y a une structure délimitée, bien sûr, mais on peut vraiment concevoir que toute la région est concernée par cette vibration-là. Donc, il ne faut pas trop non plus chercher de midi à 14 heures où se trouve le chakra. Il faut comprendre qu'il y a un ensemble d'activités biolumineuses qui sont associées à cette région-là. C'est peut-être parce qu'on ne le perçoit pas ou peu qu'on peut avoir l'impression de ne pas le situer et qu'on veut le situer. Je sens un vide, moi, entre les genoux et le chakra sacré, par exemple. Mais tu vois, le vide dont tu parles, Agnès, entre le genou et le chakra sacré, c'est une occasion de mettre de la lumière dedans et aller voir décodage, déprogrammation et soins. C'est-à-dire que là, tu vois que c'est là qu'on commence à aborder justement la conscience lumineuse qu'on peut mettre dans notre corps pour amener justement une transformation à ce niveau-là. Ça, c'est une première chose. Et comme je disais tantôt, l'idée c'est peut-être parce qu'on ne le perçoit pas ou peu qu'on peut avoir l'impression de ne pas le situer ou qu'on veut le situer et qu'on veut le situer. C'est-à-dire que quand tu dis qu'on ne le perçoit pas, ça veut dire quoi? Visuel, est-ce que je le vois le chakra? Et quand je dis le chakra, c'est quoi le chakra? C'est une émission biolumineuse d'une glande endocrine. Et si on va un peu plus loin, on pourrait concevoir que cette glande endocrine a une certaine fréquence, et cette fréquence-là peut donc avoir une certaine relation avec d'autres organes. C'est ce qui est dit souvent dans la tradition ésotérique, et c'est ce que je crois aussi, c'est qu'on peut vraiment envisager que chaque chakra a des correspondances avec d'autres organes. Et ces correspondances avec d'autres organes vont donc émettre une certaine fréquence. Ce qui veut donc dire que quand on travaille sur un chakra, on donne donc une action aussi sur plusieurs organes à la fois en même temps. Alors, c'est certain que la localisation, on peut ne pas trop percevoir le chakra en question de façon claire, nette et précise. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être capable justement de faire comme si. Faire comme si, c'est essayer, pratiquer. Cesser de réfléchir sur des éléments trop techniques par rapport à ça. Parce que l'élément trop technique par rapport au monde subtil, en fin de compte, si je regarde, je vais vous montrer au niveau de la région de la gorge, si je ne cherche pas à identifier la localisation du chakra, ce que je vais chercher à faire, c'est simplement de travailler sur le chakra comme ceci. Que je cherche à ouvrir, fermer, mettre de la couleur, faire circuler rotatoire dans un sens, dans l'autre. Et là, le chakra est là. Chakra frontal, il est là. Chakra couronne, il est là. Chakra du cœur, il est là. Chakra du plexus solaire, il est là. Chakra du chakra sacré, il est là. Chakra racine, il est là. Alors, vous comprenez ici, quelque part, que quand on commence à plus se poser de questions, on va vers la simplicité. La simplicité, c'est telle que je viens de vous décrire. Dans l'endo, c'est la même chose. Et à ce moment-là, évidemment, on travaille de cette façon-là, d'une façon localisée par rapport au chakra, avec les techniques que je vous ai proposées. Alors, quand on parle de ouverture, fermeture, mettre de la couleur, circulation rotatoire, on travaille vraiment sur le chakra d'une façon délimitée. Alors, souvent, on va avoir besoin de vraiment bien délimiter le chakra en ce moment, le travail sur le chakra quand on fait ce travail-là. Mais quand on parle du mouvement ascendant et descendant, ou même la circulation entre les axes, on est beaucoup moins dans un espace délimité. On touche beaucoup plus la globalité du corps à ce moment-là. On est beaucoup plus dans la complexité, je dirais, de toute la organisation et les liens qui existent entre les chakras à ce moment-là. Et ça, je pense que c'est important d'en tenir compte également. Si les cellules sont endommagées à cet endroit, cela veut-il dire que le chakra ne fonctionne pas? Bon. Sylvie, je ne te replace pas dans si tu es dans la formation ou pas, mais ce que je te dirais par rapport à ça, c'est qu'il y a 7 états qu'on retrouve dans la lecture de l'aura, dans la lecture des chakras. Il y a 7 états, et c'est ces 7 états-là qu'on retrouve avec les subpersonnalités dont j'ai parlé précédemment. Ces 7 états, quels qu'ils sont? C'est l'équilibre, le désalignement, l'hyper, l'hypo, l'hyper-surchargé, l'hypo-surchargé et l'épuisé. Ça veut donc dire que pour répondre à ta question, quand tu dis si les cellules sont endommagées à cet endroit, cela veut-il dire que le chakra ne fonctionne pas? Alors, l'idée quelque part du chakra qui ne fonctionne pas ne veut rien dire. Un chakra qui ne fonctionne pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord et avant tout que j'ai une quantité de lumière qui n'est pas présente dans la région en question. Alors, quand je parle d'un chakra qui est équilibré, je parle d'un chakra comme le chakra du cœur qui est équilibré, ça veut dire quelque part que c'est un soleil rayonnant lumineux qui se trouve dans mon cœur. Dans le plexus solaire, même chose. Plexus chakra frontal, même chose. C'est qu'il y a quelque chose, il y a une respiration biolumineuse qui s'effectue.
Hein, la cellule absorbe la lumière, réémet de la lumière. Il y a un équilibre qui est présent. Et cet équilibre-là signifie qu'il y a une santé parfaite, entre guillemets, d'accord? Alors, quand on parle donc de cellules qui sont endommagées, comme tu dis si bien, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire quelque part qu'il y a donc un déséquilibre qui s'est fait. Cet déséquilibre va se faire de quelle façon? Il va se faire dans un état de désalignement, il va se faire dans un état d'hyperactivité, il va se faire dans un état d'hypoactivité, hyperactif surchargé, hypoactif surchargé ou épuisé. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tous ces événements-là que je viens de te décrire sont des états de perturbation qui signifient que les cellules du corps ont plus ou moins la capacité d'absorber et de remettre de la lumière parce que justement l'énergie ne circule pas librement dans le chakra en question. Est-ce que ça veut dire que le chakra ne fonctionne pas? Ça veut dire que le chakra est dans un état, à quelque part, de perturbation X, Y, Z et qui est relié au fait que la circulation énergétique dans le corps ne se fait pas optimalement et que la conscience psychologique et émotionnelle associée au chakra en question a donc aussi un niveau de perturbation plus ou moins important. Et que tout le travail de décodage, de déprogrammation, de soins qui est enseigné dans la méthode vous amène justement à être capable donc de devenir conscient d'une part de la raison d'être de la perturbation et ensuite par les déprogrammations et les soins de favoriser un équilibre dans le chakra en question. Donc je ne sais pas si je réponds à ta question, Sylvie. Demande-moi des précisions si ce n'est pas le cas. Il y a ensuite Virginie qui me demande, donc si on ne le sent pas, on travaille sur une zone globalement alors. Bien, la zone globalement dont tu me parles, comme je disais tantôt, c'est que je le décrivais. Si je travaille sur la zone de la gorge, bien, le chakra de la gorge, il est là, donc c'est là que je vais travailler. Si c'est sur le cœur, je vais donc travailler sur le chakra du cœur qui est là, même si je ne le vois pas. Si c'est le plexus solaire, ça va être là. Si c'est le ventre, ça va être plutôt là. Et le bassin, ça va être plutôt là. Alors, vous voyez que à ce moment-là, on comprend évidemment que toute la façon de travailler sur les chakras, bien, quelque part, c'est que si on ne le... Alors, toi, tu me dis si on ne le sent pas. Je reviens encore avec la chose que j'ai... Parce que tout le monde utilise ce mot « ressent ». Je peux le voir, je peux l'entendre, je peux le ressentir. D'accord? Ça, c'est une première chose. Maintenant, pour travailler sur les chakras, si je fais un travail sur moi, par exemple, je pourrais très bien le faire avec une technique de l'écran où je me vois devant moi et je fais un travail sur mon chakra qui est devant moi. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas utiliser mes mains, je vais peut-être le faire juste dans mon imaginaire. Donc, évidemment, l'important là-dedans, Virginie, c'est d'interagir avec le chakra. Interagir avec le chakra, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement mettre en interrelation avec lui. C'est un peu comme si, quelque part, je regarde une personne qui est devant moi, puis je me dis intérieurement, je ne suis pas en relation avec cette personne-là. Ah bon? Et pourquoi tu n'es pas en relation avec cette personne-là? Ah, mais parce que pour être en relation avec cette personne-là, il faudrait que je me lève, il faudrait que je lui tende la main, que je lui dise bonjour, comment ça va, puis qu'elle interagisse avec moi. Comme on est tous interreliés, puis comme on l'a vu avec les notions d'éveil, que quelque part, on est tous en interrelation avec une forme d'amour qui recherche l'unification, c'est évident que si je me mets en relation avec un partenaire, on peut le faire d'une façon beaucoup plus vibratoire et énergétique. On n'est pas obligé de toucher la personne. Ça veut donc dire que quand je fais un travail sur mon chakra, sur un chakra en quelque sorte, bien évidemment, c'est en étant en étroite relation avec lui que je vais pouvoir arriver à le ressentir. Je ne vais pas attendre qu'il me dise bonjour. Je vais peut-être me dire, ben tiens, je suis présent à moi, parce que je suis présent à moi, je suis présent avec les autres. Mais avec mon chakra, c'est la même chose. Si je veux faire un travail sur mon chakra racine, je vais d'abord avant tout être présent à moi, être présent avec le chakra racine et me mettre en relation avec lui, mettre de la lumière dessus, puis voir qu'est-ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'entends. Et je vais ensuite poser des questions, interagir avec lui, utiliser diverses techniques qui sont enseignées pour équilibrer les chakras, pour amener une transformation progressive à se faire. C'est vraiment ça que je vais chercher à faire dans une démarche comme celle-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Virginie. Et s'il y a d'autres questions, allez-y, puisque actuellement, j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Donc, j'attends que oui, tu comprends, Virginie, c'est bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on termine? Donc, on peut rééquilibrer un chakra même si à cet endroit, les cellules sont endommagées. On peut guérir. Bon, alors, quand tu me parles des cellules qui sont endommagées, je ne sais pas à quoi tu fais référence quand tu dis ça. Mais ce que je te dirais, évidemment, c'est qu'il faudrait définir ce que ça veut dire endommager une cellule. Hein? Parce qu'une cellule, c'est comme une structure qui est quand même assez infime. Je te dirais ça comme ceci. Quand on regarde le foie, par exemple, ben, c'est un ensemble de cellules. C'est un organe, mais c'est un ensemble de cellules qui forment le foie. Donc, c'est certain que lorsqu'on observe d'un point de vue énergétique un organe, c'est comme un chakra, hein, c'est comme un rayonnement de lumière. Le foie émet, absorbe et réémet de la lumière.
Donc, si l'organe, en quelque sorte, a une perturbation énergétique dans celui-ci, mais cette perturbation énergétique-là va donc refléter donc un dysfonctionnement cellulaire. On pourrait voir ça comme ça. Le dysfonctionnement cellulaire, ce serait quoi? C'est que la cellule ne serait pas capable d'absorber et de remettre de la lumière adéquatement. Pourquoi elle ne serait pas capable d'absorber la lumière? L'absorber la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre de l'énergie. Remettre de la lumière, ça veut dire donner de l'énergie. Donc, on comprend ici que la respiration biolumineuse consiste à accumuler de l'énergie, donc la prendre, et ensuite d'émettre de l'énergie, donc de la dépenser. Et quand on regarde la vie, quand on pense à la médecine chinoise qui parle du yin et du yang, mais c'est ça la vie, hein? J'absorbe l'énergie puis j'en réémets. Donc, l'idée, quelque part, du fonctionnement énergétique, c'est beaucoup basé là-dessus. C'est-à-dire que si moi j'absorbe l'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je nourris mon corps pour permettre à toutes mes fonctions physiologiques et biologiques de pouvoir justement fonctionner optimalement. Que le sang fonctionne optimalement, que les cellules de mon corps fonctionnent optimalement, que l'énergie circule en moi d'une façon optimale. Quand j'émets de l'énergie, ça veut donc dire quelque part que je suis capable de prendre l'énergie qui est en moi et d'en faire quelque chose à l'extérieur pour exister, pour m'incarner, pour justement permettre à l'incarnation de qui je suis à me réaliser dans la matière. Alors, vous voyez, c'est ça un peu la logique qu'il faut comprendre là-dedans. Et évidemment, quand on parle d'un problème de santé X, Y, Z, mais on doit comprendre que le problème de santé X, Y, Z est étroitement lié en fait à un échange énergétique de départ, qui est cette capacité que les cellules ont d'absorber la lumière et de la réémettre. Donc d'accumuler de l'énergie et de réémettre de l'énergie. Et que si je ne suis pas capable justement de faire ça dans une région de mon corps, ça peut être un organe, ça peut être un chakra, ça peut être la globalité de mon être, bien c'est là évidemment que le décodage des programmations et soins vont devenir super intéressants pour m'amener justement à devenir conscient des raisons d'être de ces perturbations-là. Et ces raisons d'être de ces perturbations-là vont se faire selon 3 niveaux. Le niveau génétique, hein, c'est-à-dire que j'ai un bagage génétique qui va faire que je vais développer donc des perturbations. On sait que ce bagage génétique-là maintenant, aujourd'hui, il est carrément remis en question. On sait que les gènes peuvent être transformés, peuvent muter, peuvent, par la conscience, par les transformations de la conscience, on peut parvenir donc à avoir une modification sur du code génétique. Donc ça, c'est super intéressant. On sait que l'énergie, la perturbation énergétique va se faire pourquoi? Elle va se faire parce que ma capacité à accueillir l'énergie de la Terre, celle du ciel à travers mon corps, peut donc être associée à des expériences traumatisantes qui touchent l'aspect psychologique et émotionnel et qui vont donc affecter la circulation énergétique et qui vont donc affecter ma capacité à accueillir la vie en moi. Donc ça aussi, c'est des causes importantes qui vont donc avoir une incidence sur la santé. Puis évidemment, ça peut être aussi des mauvaises croyances, des mauvaises pensées qui vont aussi prendre forme et qui vont effectivement avoir un impact sur ma circulation énergétique et sur mon corps physique. Donc vous voyez que c'est ça un petit peu qui va tout amener toutes les raisons d'être qui vont pouvoir amener justement des perturbations au niveau de la santé. Donc, oui, on peut guérir, évidemment, à partir du moment qu'on comprend quelque part qu'il y a un décodage des programmations et soins qui peut être fait pour amener, accompagner un processus de guérison et quitter justement le mode de perturbation, le mode de la maladie pour accéder à un mode de guérison. Oui, je l'ai demandé parce qu'on peut donner de l'énergie, cette énergie peut se reperdre parce que la perturbation est toujours en place à un autre niveau. Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, c'est toujours la logique, évidemment, de comprendre pourquoi. Hein? Si elle se repère, l'énergie, et qu'elle est mise et qu'elle se perd à un autre niveau, c'est qu'il faut aller voir cet autre niveau-là. Tu vois, donc un accompagnement. L'accompagnement, c'est justement d'arriver à comprendre que quand on fait un travail énergétique, que ce soit sur soi ou un partenaire, il y a donc une notion de fréquence qui est importante, c'est de déterminer quel est l'impact du soin que j'ai fait, combien de temps l'impact positif a duré, parce que l'impact positif, le temps qu'il a duré, va m'indiquer la fréquence du soin. Par exemple, si à tous les 2 heures, je constate que le soin me fait du bien, mais qu'après 2 heures, ça tombe, bien idéalement, je vais faire un soin tous les 2 heures. Par exemple, évidemment, quand on fait un soin sur un partenaire, ça peut être un peu plus complexe de pouvoir parvenir à faire quelque chose comme ça. Donc, on peut effectivement changer la façon de fonctionner. Mais l'idée, la fréquence, c'est de parvenir à rétablir, à redonner au champ énergétique les meilleures capacités de régularisation. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir renverser la vapeur, qu'on va pouvoir amener un changement chez une personne. C'est ça qui est proposé dans l'idée de faire un soin à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Agnès. Et s'il y a d'autres questions, ce serait le moment. Merci, Agnès. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de terminer maintenant?
Ok, je te remercie, Virginie. Donc, effectivement, ça a été un bon entretien. J'espère que vous avez apprécié. On va peut-être s'arrêter ici. Donc, moi, je vais faire en sorte de pouvoir vous mettre ça en ligne, j'espère, demain ou après-demain, sur le site Pleine Conscience Intuitive sur YouTube, comme d'habitude. Et vous allez pouvoir le revisionner si vous êtes intéressé. Et évidemment, vous allez recevoir une fois par mois, je vous envoie un newsletter à tout le monde. Et normalement, vous allez avoir le lien de toutes les conférences qui ont eu lieu durant le mois de mars pour pouvoir justement les revisionner si vous êtes toujours intéressé donc à le faire. Donc voilà, alors je vous dis à très bientôt pour tout le monde et puis je vous souhaite une très belle fin de soirée à chacune d'entre vous. À très bientôt. Au revoir.